L'émission que vous vous apprêtez à écouter a été enregistrée pendant le festival Place aux Jeux à Grenoble. Par conséquent, la qualité du son est un peu inférieure à la qualité habituelle. Merci infiniment pour votre écoute et bonne émission. Encore merci et bonne chance, nous sommes avec vous. Il y a une ambiance pas possible. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Je suis avec Aurélien aujourd'hui. Bonjour Aurélien. Salut Julien, Et heureux aujourd'hui- de te retrouver. Très bien. Et aujourd'hui, exceptionnellement, il y a aussi 3000 personnes avec nous. Oui, Est-ce- on va pas tous les appeler un par un par contre. Est-ce que vous allez bien, les gens? Voilà. Oh, ils ont l'air d'aller très bien. Bon, en vrai, il n'y a pas de public pour l'instant, mais peut-être qu'il y en aura à un moment donné. On est à Place aux Jeux. Oui, il y a vraiment 3000 personnes autour de nous, Oui. effectivement. Il y a un public. Voilà. Mais par contre, effectivement, tout le monde ne nous écoute pas, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui jouent autour, là, qui sont venus profiter, malgré le soleil, d'une belle journée Place aux Jeux à Grenoble, C'est ce ça. festival de jeux de société et C'est de ce qu'on- jeux de plateau en tout genre. C'est ce qu'on n'a pas dit. En fait, là, c'est le dimanche, ça clôture la semaine. Il y a eu des jeux un peu partout dans tous les coins de Grenoble. Et là, à la halle Clémenceau, une grande halle avec plein de tables. Et il y a plein de gens qui viennent jouer à des jeux. Et c'est chouette. En fait, c'est vraiment un festival pour joueurs. C'est pas pour vendre des jeux, c'est pour jouer. Donc, il vous reste encore un petit peu de temps parce que nous sommes en direct sur Radio Campus Grenoble. Donc, si vous voulez venir jouer à la halle Clémenceau, c'est jusqu'à 17h, 18h. Si vous arrivez à 18h, vous allez ranger le matériel. C'est ça, sortez le vélo et puis changez de braquet pour arriver très vite, tout en sécurité. Mais on n'est pas venu uniquement pour parler de Place aux Jeux, puisqu'on va faire une émission des ludologues en live que vous pourrez retrouver également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Version montée, quoi, sans les erreurs. Voilà, sans les erreurs, Sans on les en bégaiements. laissera certaines, on verra. En tout cas, voilà, on va aussi, au travers cet événement, lancer la saison 2 des ludologues, puisque nous sommes aujourd'hui dans le premier épisode de notre deuxième saison, qui font chacune 10 épisodes. Et les ludologues, c'est quoi en fait? Eh ben écoute Julien, tu devrais le savoir depuis le temps. J'ai oublié. Je Mais sais plus. pour ceux qui nous rejoindraient, les ludologues c'est quoi? C'est une émission qui décortique l'histoire des jeux de société. Nous partirons à chaque fois d'un jeu ultra connu pour savoir comment il fonctionne et surtout pourquoi ça marche et également d'où il vient, d'où on peut trouver des traces historiques des premières origines de ce jeu ou de ses ancêtres. Et puis on cherche également sa trace dans la pop culture, dans les sorties ludiques des dernières années et également on analysera si on a suffisamment travaillé. Mais tu as travaillé aujourd'hui toi Julien? Non. Non. Comme Bon, d'hab, bon, alors, les mains dans les poches. normalement, Non, c'est pas vrai. Normalement, on parle aussi un petit peu de psychologie, de sociologie, voilà, de choses autour des jeux de société qu'on aime bien partager avec vous. On a imprimé 25 pages. Je sais même pas si on va arriver à tout dire. 20 pour Julien, 5 pour moi. Non. Ah bah bravo. De quoi on parle aujourd'hui? C'est quoi le thème de l'émission? Et bah aujourd'hui, on va parler d'un jeu là pour le coup qui est peut-être pas le jeu préféré des 3000 personnes ici, mais que tout le monde connaît forcément, le Uno. Nouveau, unique, Uno. Et donc on va pas s'arrêter au Uno parce que ça sera notre jeu de départ comme d'habitude. Nous allons ensuite aller jusqu'à un jeu moderne que tout le monde connaît également, le Seven Wonders. Il marche à l'avant d'air. Eh ben très bien. Eh ben on commence par expliquer c'est quoi les règles du Allez. Uno pour ceux qui savent pas. Allez, explique-nous Julien. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Le Uno, qu'est-ce que c'est? On va revenir sur les règles officielles. Je vous donnais pas les règles maison à Tata et chez Mémé là. Oui, c'est- oui, parce que je pense que là, chez vous, ou là, en direct au festival, vous faites les malins, là, j'en vois qui font les malins, qui se disent, oui, le Uno, on connaît les règles, Ça on va. connaît les règles. Ben, pas forcément, je pense. Donc le Uno, le but déjà c'est d'arriver à être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes, ça tout le monde le sait. En début de partie, on distribue 7 cartes à tous les joueurs. Il y a 4 couleurs de cartes, les bleus, les jaunes, les rouges, les vertes. Et les cartes sont numérotées de 0 à 9. On constitue un talon qu'on met au milieu de la table sur lequel tous les joueurs vont venir jouer leurs cartes. Et le joueur dont c'est le tour doit poser une carte sur ce talon. Je sais pas si talon c'est le nom, mais en gros c'est le paquet de cartes qui est au milieu de la table. Et Sur avec la dernière carte posée, sachant que selon les versions, tu as dit ça va être 0 à 9, parfois de 1 à 9. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et pour pouvoir le faire, pour avoir le droit de jouer sur le talon, il faut jouer soit une carte de la même couleur, soit une carte de la même valeur. Donc par exemple, si sur le talon il y a un 9 rouge, bah, je dois jouer soit un 9, soit une carte rouge. Voilà, Ça ou va, même les deux. On peut aussi jouer un 9 rouge. C'est vrai, ça n'empêche pas. Et si vous pouvez pas, par contre, on doit piocher une carte dans des pioches. Et si la carte piochée remplit une des deux conditions, au moins, enfin la valeur et ou la couleur, alors vous avez le droit de la jouer immédiatement. Sinon, bah, vous l'ajoutez à votre main.
Voilà. Et donc du coup, de ce fait, vous n'avancez pas vers la victoire puisque le but est de se débarrasser de toutes ces cartes. Tout à fait. Et donc il y a également 5 cartes spéciales. Il y a la carte reverse qui permet d'inverser le sens du jeu, c'est-à-dire si vous jouez dans le sens aigu d'une montre, là vous allez jouer dans le sens anti-horaire. Voilà, c'est les deux petites flèches là qui se croisent. Donc mon voisin de Bob, ça inverse le sens des voisins. Il y a ma carte passée qui fait passer le joueur suivant. Donc même s'il a une carte passée dans son jeu, c'est interdit, il passe son tour et c'est au joueur après de jouer. La carte +2 qui oblige le joueur suivant à piocher 2 cartes et passer son tour. C'est-à-dire que même s'il a un +2 dans son jeu, il n'y a pas d'effet cumulatif dans la règle officielle. C'est-à-dire qu'il prend les +2 et puis il s'arrête de jouer et c'est au suivant. Ouais, on y reviendra sur ces points de règle officielle que les gens croient connaître et en fait non. C'est ça. +4, même principe, sauf qu'on peut la poser uniquement si on n'a pas la couleur demandée. Celui qui subit le +4, il a le droit de vérifier si l'autre n'a vraiment pas de rouge. Ça, personne ne le fait. Hein. C'est ça. Et s'il n'a vraiment pas de rouge, c'est 2 cartes de malus pour celui qui a mis le +4. Voilà, il y a un petit côté bluff sur les +4 qu'on utilise rarement quand on joue au Uno. Et on voit d'emblée là, cette première explication de règle que ça va être un des thèmes aussi de l'émission, enfin un fil rouge, c'est que c'est un jeu où on va quand même beaucoup embêter ses voisins. C'est ça, on n'a pas dit, c'est l'art de gérer ses voisins l'émission. Donc quand on pioche à cause d'un +2 ou d'un +4, on passe toujours son tour et on peut finir avec un +4. Oui. Dans la règle. Et donc le +4 sur le +4, c'est pas possible. Idem pour le +2 pour le +2. Ça, tout le monde le fait. Hein. C'est vrai. Il ne me reste plus qu'une seule règle à vous donner. Contre nous. Ah bon, ok, je pioche 2 règles de plus alors. Donc j'ai 3 règles maintenant. Donc la carte Joker, on peut la jouer quand on veut. Et on peut même finir une partie avec la carte Joker. C'est en gros, je joue la carte même si j'ai pas la couleur, même si voilà, je fais ce que je veux. S'il vous reste qu'une seule carte, vous devez hurler Uno. Si vous le faites pas, il y a une personne qui a le droit de hurler contre Uno. Et dans ce cas, vous piochez 2 cartes supplémentaires, ce qui vous éloigne de la victoire comme tout à l'heure. Tout à fait. Uno. Il me reste plus qu'une règle à vous donner. Savez-vous qu'on joue en manche au Uno? On compte les cartes en main des joueurs qui ont perdu. Manche courte ou manche longue? Ça dépend si c'est l'été ou l'hiver. Ok. La valeur faciale de la carte donne sa valeur en fait. Donc une carte 9 vaut 9 points, une carte 1 vaut 1 point. Et les cartes spéciales, les jokers et les +4 ils valent 50 points et les autres cartes spéciales valent 20 points. Donc évidemment c'est celui qui a le moins de points qui gagne et la partie s'arrête dès qu'il y en a un qui a fait 500 points, c'est terminé. Il y a même des versions deluxe que j'ai emmenées sur le plateau qui proposent un petit carnet et un stylo pour noter les points. Ah ouais, ils ont fait un Kickstarter, un financement participatif pour cette version, non? C'est fou quoi. C'est un stylo rechargeable quand même ou pas? Alors, je crois que c'est même un truc effaçable. Ah oui. C'est le grand luxe. Ah oui. C'est Uno Uno Deluxe. on rentre dans... Ouais, là c'est très bourgeois ça. C'est ça. C'est ce qui me caractérise exactement. Est-ce que tu as déjà joué en comptant les points toi? Non, alors mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me dis que le Skijo, qui est un jeu aussi où il faut faire le moins de points possible, qui est plus récent, mais qui est un peu dans la même gamme de jeux, on va dire. C'est des jeux où je trouve que finalement ils sont un peu moyens entre guillemets si on fait qu'une partie, parce que c'est quand même assez aléatoire, faut le dire. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un côté où en comptant les points, par exemple, en tout cas Skijo, j'adore en comptant les points. Une manche comme ça, je vais pas trouver ça très drôle. Alors peut-être qu'il faut que je me mette au Uno en comptant les points, j'en sais rien, même si ça m'emballe qu'à moitié ce projet, mais mais bon, peut-être que c'est mieux en tout cas que sans compter les points. Très bien. Est-ce qu'il y avait des débats, des questions Ben oui, quand même. Il y a un débat qui pose question, Julien, non? Attends, faut lancer le jingle alors. Bah oui, c'est pour ça. Il y a un débat qui pose question. Presque a cappella. Eh ouais. Donc, tu les as répétés un peu, mais les règles officielles disent que on ne peut pas jouer plusieurs cartes identiques en une seule fois au Uno. C'est-à-dire, si vous avez 4-2, vous pouvez pas les poser les 4 d'un coup. Si, baissez pas la tête, baissez pas les yeux, je sais qu'il y en a plein qui le font. Moi, le premier. On a les noms. Donc ça, les règles officielles, ça a été précisé, effectivement. Ça ne peut pas être permis par le jeu. Mais est-ce que tu trouves pas que c'est mieux quand même de faire comme ça? Moi, la règle que j'adore, c'est l'interception. C'est-à-dire que tu peux jouer en dehors de ton tour si tu as exactement la carte qui vient d'être jouée. Ah oui, donc ça donne un côté ça change tout, beaucoup en fait. plus rapidité au jeu, quoi. Ouais, mais tu peux pas t'endormir, qu'est-ce que je joue, machin. Au moins, tu es obligé d'être concentré et les parties de 2h du matin, voilà, c'est un peu plus rythmé. Moi, je trouve que le côté de pouvoir jouer plusieurs cartes en même temps de la même valeur, même si c'est pas la règle officielle, ça a le mérite de permettre aux joueurs qui ont pris des +4 et +2 de revenir un peu dans la partie, surtout si
vous jouez avec la règle qui n'est pas non plus officielle et qui normalement est interdite de mettre des +2 pour contrer des +2, des +4 pour contrer des +4. C'est que ça qui est drôle en fait. Quoi. C'est que le mec il lance un +2 et boum, ça lui revient dans la figure avec une interception souvent. C'est un effet boomerang que moi je trouve très drôle aussi. Mais du coup, si vous mettez cette règle, je pense que c'est mieux de mettre la règle de vous pouvez jouer plusieurs fois le même numéro parce que sinon tu prends un +16, un +20, tu peux limite te dire que tu n'as plus aucune chance. C'est ça qui est bon. Oui, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Mais, ou alors faut mettre des éliminations quoi. Tu dépasses 10 cartes, t'es éliminé. Moi il y a une variante que j'aime beaucoup, c'est le Uno Flip et il y a des cartes un peu gentilles, tu as des +2 sont transformées en +1. Par contre tu retournes les cartes et de l'autre côté c'est des +5. Il y en a même une qui est encore pire, c'est-à-dire que ça te dit tu pioches jusqu'à ce que tu trouves la couleur que le mec a demandé. Ok. Et donc tu peux te retrouver avec 20 ou 30 cartes, mais ça n'empêche pas de gagner. Non, mais c'est vrai que ça devient plus fun entre guillemets comme ça. Après, voilà, les règles officielles disent non, on ne joue pas des +4 sur les +4. Le +4, faut pas avoir la couleur pour le jouer. Le +2, c'est pas sur un +2. Et les cartes identiques, c'est une par une. Et pas d'interception, comme le dit Julien. Voilà. Il y a également un autre truc qui est interdit, c'est d'utiliser le changement de sens pour rejouer. Ah oui, sauf à 2. Non, même à 2. Même à 2, ah bah, d'accord. Alors à 2, je sais pas qu'est-ce qui fait le changement de sens, faut les enlever du jeu. Je sais pas quoi ils n'ont ça pas sert. précisé, ils ont juste dit que le changement de sens ne servait pas à rejouer. Est-ce que ça se joue à 2 ? C'est marqué sur la boîte 2 à 10, hein, ouais, 2 à 10. Petite imprécision. Ouais. On n'a pas le temps de relire les règles maintenant, mais... Voilà, donc on a fait le tour un petit peu du Uno, qui est un jeu finalement à la fois qui a un très gros succès, qui est des fois un peu... Oh, il est un petit peu malmené le petit Uno quand même. C'est pas si mal. Ouais, mais il a, dans les joueurs un peu aguerris, il a mauvaise presse le Uno. Hein. Il est un peu sous-coté, moi je dirais, le Uno, parmi les joueurs experts. Alors que quand même, de temps en temps, on devrait y revenir au plaisir simple de la vie comme ça. Exactement. Voilà. On parle un peu de l'instant G. L'instant G, mais c'est pas prévu. C'est quoi l'instant geek ? J'ai créé un nouvel instant. Oh là là. Bah alors, ça aura le mérite d'être plus clair du coup. On sait qu'on part dans l'instant geek. C'est ça. Moi, Julien va nous parler d'un truc geek. C'est facile. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32. J'ai rien compris. Et dans le suivant, il annonce une quadruplée. Donc là, elle vaut 68. J'ai rien compris, on commence. Ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. J'ai toujours rien compris. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. J'ai rien compris. On commence le tour avec des mises de 17 en 17. J'ai mal jusque dans les cheveux, tu comprends ? Oui, bah, c'est pas grave. Faut s'accrocher un petit peu, mais ça va bien se passer. Le saviez-vous ? Les lois de la thermodynamique apparaissent dans les parties de Uno, et plus particulièrement le théorème de fluctuation-dissipation. Ah oui. Tu le connaissais bien ce théorème ? Non. Et oui, encore une information qui va vous permettre de briller lors de votre prochaine soirée avec des physiciens. Vous allez pouvoir la ramener. Le théorème de fluctuation-dissipation, qu'est-ce que c'est ? C'est un théorème... Attendez. Moi j'ai essayé de le lire avant quand même parce que je me prépare maintenant. Quand Julien prépare des instants geeks, je me dis vu qu'en live j'ai du mal à comprendre, je vais quand même lire avant. Et t'as pas compris non plus. Voilà, partiellement. Voilà, c'est un théorème qui dit que en gros la force qui fait vibrer les particules au repos est la même force qui fait vibrer le déplacement de cette particule. Voilà, j'ai l'impression que c'est toujours pas très clair. Bon, imaginons un stade. Ouais. Dans ce stade, il y a une tribune. Oui. Dans cette tribune, elle est remplie de supporters. Oui. Ok, donc ça c'est les supporters. Ok. Ils sont gentils mais ils font du bruit. Imaginons maintenant un gros ballon rouge, mais très très gros, qui se promène au-dessus des supporters. Encore un ballon rouge. Il y en a eu un épisode de Nemesis où on parlait du ballon rouge. Mais C'est c'est un autre ballon rouge. Non, c'est le même. C'est un plus gros. Ouais. Bah pour les budgets de l'émission, on a réutilisé le même ballon. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois que le ballon passe au-dessus des supporters, oui. Les supporters ils donnent des petits coups de poing, ils donnent des coups de poing dans le ballon. Ouais, les plus grands quoi. Si t'es petit, tu participes. Normalement, les supporters ils ont tous la même taille, on les a recrutés exprès. Ok. Alors pour les physiciens qui nous écoutent, l'échelle n'est pas tout à fait la bonne. C'est-à-dire qu'une particule, c'est observable au microscope. Donc la particule, c'est le ballon. Alors que les molécules, elles ne le sont pas. Les molécules, c'est les supporters. Ouais, le ballon est trop petit ou trop gros ? Il est beaucoup trop petit. D'accord. Voilà, il devrait être énorme. Pour respecter l'échelle, en fait, le ballon rouge devrait être gigantesque et les supporters devraient être tout petit. Ok. On pardonnera cette imprécision, ils nous comprendront, j'espère. C'est ça. Mais continuons avec notre tribune, nos supporters et notre gros ballon rouge. Donc si le ballon rouge ne se déplace pas, les supporters continuent à taper dessus et ça le fait vibrer. Oui. Ok. Et si les supporters sont énervés très fort, alors le ballon va beaucoup vibrer. S'ils sont calmes, il va peu vibrer. Oui. Jusqu'ici, ça va. Et en physique, en fait, c'est la chaleur qui va faire que les supporters sont plus ou moins énervés, indépendamment du score, en fait. Donc plus il fait chaud, plus ils sont énervés, plus ils tapent dans le ballon, et peu importe ce qui se passe sur le terrain, ils vont être énervés juste à cause de la chaleur. D'accord. C'est incroyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Donc c'est la chaleur et c'est pas l'arbitrage qui fait monter la température. Maintenant, imaginons que la tribune est fermée de tous les côtés, Ouais. de telle sorte que le ballon ne peut sortir de la tribune que par un seul endroit. En fait, il y a une ouverture. Ok. Un gros trou qui est quand même à l'échelle du ballon, pour c'est cette ça, fois-ci. qui va permettre de nous faire sortir le ballon. Mhm. Eh bien, plus les supporters sont calmes et plus ça sera facile de déplacer le ballon vers la sortie. Mhm. Et en revanche, plus les supporters sont énervés, plus ils vont taper dans le ballon et plus ça sera difficile de faire avancer le ballon ou en tout cas de le diriger vers la sortie. Il va bouger un peu dans tous les sens, ça va être compliqué. Ouais. Il y aura une résistance qui va être proportionnelle au nombre de coups reçus dans le ballon. Et voilà ce que montre en gros le théorème de fluctuation-dissipation. C'est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité. Plus il y a de coups, moins ça avance, et moins il y a de coups, et plus on peut l'avancer. L'intérêt en physique, c'est qu'on peut prédire en fait la difficulté de déplacement d'un objet sur une matière, rien qu'en regardant ses vibrations. C'est-à-dire que tu poses l'objet, tu regardes ses vibrations et tu peux savoir en fonction de la chaleur s'il va se déplacer On facilement. parle toujours du Uno. Voilà. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, moi je peux me rendre disponible tous les mercredis soirs pour venir en parler. Le rapport, quel est le rapport? Et donc Aurélien, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec le Uno et pourquoi un ballon rouge ? Quel est le rapport avec le Uno et pourquoi un ballon rouge? Alors pour le ballon rouge, je sais pas, ça doit fonctionner aussi avec un ballon bleu. En revanche, en avril 2025, il y a un groupe d'étudiants de Singapour, dirigé par le chercheur Valerio Scarani. Ils ont publié un compte-rendu de leurs travaux dans un article du Physical Review. Oui. Et en fait, leurs travaux ont réussi à démontrer que le théorème de fluctuation-dissipation s'applique aussi dans le Uno. Ah, c'est un truc de niche, mais c'est intéressant. C'est ça. Pour cela, ils ont simulé des millions de parties grâce à un programme informatique. Et voilà ce qu'ils ont pu observer. En tout cas, le gouvernement de Singapour, ils savent utiliser l'argent public. C'est vrai. Ouais, quand même, on se couchera différemment ce soir. Oui, en c'est ayant vrai. cette Non, mais information. c'est vrai. Et donc l'effet stable du Uno, c'est quand on joue une carte normale, c'est-à-dire que une carte sans effet. Donc chaque joueur pose sa carte sans effet et ainsi de suite. Rien va perturber le jeu. En gros, la fluctuation, c'est la pioche des cartes et la dissipation, c'est quand on se débarrasse des cartes. Donc ça suit un cycle comme ça. Par contre, plus il y a de cartes spéciales de jeu +1 ou +2 ou des cartes reverse, plus ça fait monter la température en quelque sorte. Ça amène de l'aléatoire, ça complique. La sortie du ballon, en fait. Exactement. Et ça va être. Donc si on transpose par rapport au Uno, ça va être compliqué de terminer la partie en fait. C'est-à-dire de défausser sa dernière carte. C'est ça, parce qu'en fait pour la dernière carte, il faut forcément pile la bonne carte et plus il y a d'éléments aléatoires et plus c'est difficile de la poser. Donc plus il y a de cartes différentes et de règles aléatoires, plus il devient statistiquement difficile de poser une carte précise. Et donc ils ont pu démontrer que dans le Uno, ce théorème de fluctuation-dissipation, il est linéaire, c'est-à-dire qu'il est prévisible et proportionnel. Plus il y a de cartes jouées, de cartes spéciales jouées, moins il va y avoir de vainqueurs en fait. Ouais. Et donc si on prend un cas extrême, par exemple s'il n'y a que des +4 dans le jeu, ça sera quasiment impossible de terminer la partie. C'est même impossible. C'est ça, ça marche pas. Mais c'est plus que quasiment. S'il y a que des +4, tu peux pas finir. C'est possible. Oui, voilà. Donc s'il fait trop chaud, c'est mort. Voilà, s'il fait trop chaud, ça boue et il n'y a plus d'eau et il n'y a plus de thermodynamique. Donc ma recommandation, si vous n'aimez pas le Uno et que vous voulez abréger les parties, vous enlevez les cartes spéciales. Comme ça, c'est encore plus chiant, mais ça dure moins longtemps. C'est ça. Et à l'inverse, si vous adorez le Uno et que vous voulez que ça dure très très longtemps, vous augmentez le nombre de cartes spéciales et là vous pouvez jouer jusqu'à demain matin. Ah ça c'est ce qu'on va faire. Voilà pour la thermodynamique dans le Uno. Ouais. J'espère que vous êtes content d'avoir vu ça. Tout à fait. On est toujours de se remettre les neurones en place. C'est ça. On est toujours en direct sur Radio Campus Grenoble. Oui. Nous sommes à Place au Jeu à Grenoble. Parfait. On en était au point où on allait expliquer ça vient d'où ce jeu, Julien. Il n'en veut pas. Je refais. On est en direct, donc il y a quelques petits aléas, c'est pas drôle sinon. Et d'où viens-tu? Ça ne te regarde pas! Si, ça m'apprend des choses. Tout ça, c'est passionnant. Et on a le droit à une glace à l'entracte? Le Uno, d'où ça vient? Alors, en fait, l'histoire récente du Uno, elle est assez bien documentée. Je vous donnerai tout à l'heure notamment quelques liens pour trouver des vidéos sur le thème. Mais par contre, on va remonter un peu plus loin du coup, nous. On a fait des recherches sur l'origine, carrément, non pas que du Uno, mais des jeux de défausse, c'est-à-dire des jeux dans lesquels le but ultime pour gagner, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Et là, il y a un petit peu moins de documentation sur le sujet. Ce qui semble, c'est que ça vienne plutôt d'origine asiatique. En fait, ce qui se passe, c'est que avant que les jeux de cartes arrivent en Europe, il y avait en Asie des jeux qui s'appelaient les dominos. Et en fait, il faut aller chercher du côté des dominos l'origine des jeux de défausse. Les cartes apparaissent en Chine sous la dynastie Tang on va dire entre le 9e et 13e siècle. Et en fait, à cette époque-là, il y a des jeux proches de dominos qui sont parfois des dominos, parfois des billets imprimés. Il y a à l'époque, il y a un peu un mélange d'utilisation selon les matériaux qu'ils trouvaient entre des cartes et puis des dominos plus proches des dominos classiques.
Et donc, par contre, déjà à cette époque-là, l'idée dans les dominos, c'est de se débarrasser de sa main ou du stock de dominos qu'on a en les plaçant avec des contraintes de pose. On ne peut les jouer que s'ils correspondent en valeur à ce qui est déjà placé ou en symbole, parce que des fois c'était des symboles également qui étaient utilisés. J'ai beaucoup étudié la théorie des dominos, papa. Si le communisme envahit le Vietnam, il ira jusqu'en Chine. Donc voilà, c'est parti plutôt d'origine chinoise, donc les jeux de défausse les plus anciens qu'on retrouve. Et puis ces jeux à la fois de cartes et de dominos sont arrivés en Europe avec les jeux de cartes, puis les dominos. Donc d'abord les cartes sont arrivées 14e, 15e siècle, puis les dominos un peu plus tard au 18e siècle. Donc très vite les cartes se répandent en Italie, en Espagne, en France, ce qui va donner naissance au tarot. Donc on vous invite à aller voir, écouter l'épisode des ludologues sur le tarot. Et puis il y a également d'autres jeux de plis bien sûr à cette époque qui se développent, des jeux de collection aussi où le but c'est d'avoir le plus de cartes d'un certain type, mais aucun jeu de défausse à ce moment-là, au moment où le tarot apparaît en Italie au 15e, 16e. En fait, il faut attendre le 18e siècle et l'arrivée des dominos pour que finalement commencent à apparaître des jeux de défausse, d'où l'idée que peut-être il y a un lien entre les dominos et les jeux de défausse. D'ailleurs le mot domino, est-ce que tu as une idée d'où ça vient? Ça vient des pizzas? Non, pas du tout. Perdu. Alors on ne sait pas, Okay, très bien. mais il y a quand même une hypothèse qui dit que ça viendrait éventuellement d'une analogie avec la tenue des moines dominicains, qui avaient beaucoup de monastères en Italie à cette époque, et qui étaient noires et blanches. D'accord, je veux dire qu'ils défaussaient des trucs, mais non. Non, alors peut-être qu'ils défaussaient des trucs aussi, mais fossés. En tout cas, ils avaient des tenues plutôt à dominante blanche et avec du noir également. Okay. Et donc, par association, peut-être que c'est ça qui a donné le nom aux dominos en Europe. Est-ce qu'ils jouaient du piano, ces gens? Je ne sais pas. Ils ont peut-être inventé le piano. Je ne sais pas, mais peut-être que les fabricants de dominos et de piano au départ étaient les mêmes. Sûrement. Je pense que je miserais tout là-dessus. Donc bon, on n'a pas beaucoup de sources précises, c'est pour ça qu'on brode un peu. Mais à cette époque-là, en tout cas, semble apparaître, donc en même temps que les jeux de dominos arrivent en Europe, les Européens jouent déjà depuis plusieurs centaines d'années aux cartes, donc les cartes sont déjà assez implantées, et vont apparaître des premiers jeux de cartes cette fois-ci, où l'objectif est de se débarrasser de ces cartes, parfois avec des contraintes, soit les jouer dans un certain ordre, de couleurs, de rangs, etc. Mais en fait, c'est des jeux de cartes qui étaient assez peu valorisés socialement, et donc toutes les règles en fait étaient orales. On n'a pas de traces écrites de règles de jeux de défausse de cette époque-là. C'est un peu toujours le parent pauvre des jeux de cartes, les jeux de défausse. Et donc on n'a pas de règles écrites avant très, très récemment finalement, on verra. Donc il faut dire que dans ces jeux-là, la stratégie, le calcul sont quand même assez moins présents qu'en dans les jeux de plis. Il y a beaucoup plus de hasard finalement, mais ce qui les rend aussi assez populaires dans tous les sens du terme. En tout cas, c'est du coup plutôt au XVIIIe siècle qu'en Europe naît la logique des jeux de défausse de cartes avec à la fois une contrainte de pose, il faut jouer une carte en fonction de ce qui a déjà été posé sur la table. Des règles spéciales commencent à apparaître aussi. Éventuellement, certaines cartes n'ont pas qu'une valeur mais peuvent avoir des effets. Des plus 2 et des plus 4. Alors là, on ne sait pas à cette époque-là, mais il est possible que, par exemple, certaines cartes habillées avec des valets, des rois, etc., aient un effet différent selon la figure. Tu vas faire la vaisselle, par exemple. Paf. Voilà, exactement. Très bien. Et puis, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on retrouve quand même des faisceaux d'indices qui disent qu'à cette époque-là, on a des jeux où l'objectif était quand même de vider sa main. J'ai l'impression de me vider complètement. Et donc ensuite, passé cette transition, on va avancer un petit peu dans le temps jusqu'à retrouver au 19e siècle le premier ancêtre documenté, et encore, documenté, faut le dire vite. Il n'y a pas une chaîne YouTube Non, pas du tout, et puis même pas d'écrits en fait. Il y a des écrits, mais pas d'historiens contemporains. Ah, les losers. Ouais, voilà. Donc c'est le Mau Mau. Donc le Mau Mau, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, ça s'écrit Momo. Mais c'est, voilà, Mau Mau. Donc en fait c'est une tradition, ces jeux-là qui portent ce nom, allemande. C'est une tradition germanique du 19e siècle. J'aurais dit persan, moi, tu vois. Mais... Non, elle est citée par... Alors c'est pour ça que je le prononce peut-être mal. C'est pour ça. Parce que je l'ai prononcé à la persane. C'était une blague. En fait, cette tradition allemande, elle est citée par certaines sources historiques. Et d'ailleurs, il continue à y avoir dans les pays germanophones des jeux de cartes appelés Mau Mau. Alors souvent, c'est quand même des jeux de défausse, cette famille de cartes, mais il y a aussi des sources où j'ai trouvé que même maintenant, des jeux de plis peuvent avoir le nom Mau Mau. Au fil des années, comme c'est des traditions orales, le nom s'est diffusé à un ensemble de jeux. Mais il y a plusieurs citations, en tout cas, d'époque qui tendent à penser que
Ce jeu existait en Allemagne, était un jeu de défausse avec des règles alors qui pouvaient être variables à l'époque. Ce qu'on retrouve, c'est que sans doute c'était des règles de défausse qui pouvaient avoir des cartes spécifiques qui ont des effets. Donc il y avait des effets de pioche, on peut piocher les autres joueurs, donc là on va retrouver clairement les effets comme les +2, les +4. Il y a des effets où on peut faire passer le tour des autres, donc là on le retrouve aussi dans le Uno, cette idée de passer son tour. Et également, il y avait des cartes qui permettent de changer la couleur demandée. Voilà. Dans le Uno, c'est permis par le fait de pouvoir jouer soit le chiffre, soit la valeur. Dans les premiers jeux de Mao Mao, par exemple, il y avait une carte, mettons le 7, qui était utilisée pour changer de couleur, pour rappeler une autre couleur. Et le nom, c'est plus mystérieux encore que pour les dominos, on ne sait pas d'où ça vient, ce nom Mao Mao. Sans doute que ça vient peut-être d'un onomatopée rigolo, facile à prononcer, parce que ce qui ressort des sources aussi, c'est qu'à cette époque-là, le but, c'est quand on n'avait plus qu'une carte, il fallait dire Mao. Ah oui. Et quand on avait posé notre dernière carte, on disait Mao Mao. Ah, très bien. Voilà. On peut faire Uno, quoi. Voilà, c'est vrai, on pourrait le transposer en Uno. Mais Mao, c'est mieux. Voilà. Donc ces jeux, ils s'inscrivent dans une pure tradition de jeux d'ambiance. C'est pareil, c'est pas des jeux qui ont été très documentés par des sources fiables entre guillemets, mais des sources littéraires et écrites surtout. C'est surtout une tradition orale. D'autant plus que, en fait, il y a aussi des traditions qu'on retrouve qui sont d'avoir le fait même d'avoir des règles maison variables selon les gens, ça fait partie intrinsèque du principe. C'est-à-dire que ce que j'ai retrouvé comme source, c'est que une des traditions qu'il y avait aussi, c'est que c'était l'hôte qui expliquait les règles et que l'hôte ne disait pas toujours tout. Et c'était parfois un jeu dans le jeu de déduire les règles. Ah oui, c'était fourbe, c'était fait exprès, quoi. Par exemple, dire merci quand on pioche. Sinon, on repioche une deuxième. D'accord. Et les invités doivent comprendre que s'ils disent pas merci quand ils piochent, ils repiochent. Très bien. C'est rigolo, ça. Voilà, interdiction de parler sauf certains mots, des gestes spécifiques à faire, interdiction de rire pendant qu'on joue. Ça, on le retrouvait déjà dans ce jeu du Mao Mao. Ok. Voilà, donc ça, c'est de quoi faire rager quand même certains joueurs contemporains. Si c'est l'autre qui expliquait Seven Wonders en cachant les règles et en disant qu'à la fin, comment on score, ça conviendrait pas très bien. Oh, je sais pas, ça se tente. Je vais essayer ça pour ma prochaine partie, voir si ça se passe bien. Voilà, écoute, en tout cas, on n'est toujours pas au Uno avec tout ça. On est juste au Mao Mao 19e siècle. Ok, on avançons donc alors. On va avancer jusqu'à un ancêtre un peu plus direct, même très direct en fait, du Uno qui s'appelle le 8 américain, le Crazy 8. Alors ce jeu, on a comme information qu'il apparaît, en tout cas qu'il est présent aux États-Unis dans le 19e siècle, donc dans les années 30-40. Il y a des écrits qui mentionnent la présence de ce jeu aux USA. Et en fait, ce jeu, il formalise les règles du Mao Mao autour d'un principe simple. Il faut suivre soit la couleur, soit le chiffre. Oh là là. Et les 8 permettent aussi de changer de couleur. Dis donc. Voilà, donc c'est un petit peu comme des jokers, les 8. Ok. Voilà. Du coup, sans doute que l'inspiration est le Mao Mao, mais on n'a pas pu le prouver. Quand un joueur vide sa main, les autres marquent des points. Et le but est d'en avoir le moins possible. Alors cette fois, comme le scoring que tu nous as expliqué pour le Uno, là cette fois-ci le 8 valait 50 points puisque c'est le joker. Les figures valaient 10 points, l'As 1 point et les autres cartes, la valeur qui est marquée dessus. Donc le 2 vaut 2, etc. Mais comme pour ses ancêtres, en fait ce jeu va ensuite voir de nombreuses variantes émerger avec des règles supplémentaires selon les tables, selon les hôtes. Donc le jeu débute par le joueur possédant la dame de cœur, par exemple. Si aucun joueur n'a de dame, c'est celui à gauche qui démarre. On peut finir qu'avec un 8. Quand on pose un 8, il faut posséder le signe demandé dans sa main. Là, se fait piocher 2 cartes au joueur suivant, etc. etc. Donc il y a aussi déjà dans le 8 américain des variantes avec des effets qui font piocher, qui font passer le tour, etc. Bref, c'est le Uno, quoi. C'est ça ressemble vachement. Mais ce 8 américain, il aura inspiré le Uno et on va voir un petit peu comment. Ce que je trouve intéressant avant ça, c'est de dire que finalement, on verra comment le 8 américain ensuite est arrivé en Europe. Il est arrivé par les soldats américains qui sont venus libérer l'Europe de l'occupation nazie. Ah oui, ils sont pas venus qu'avec les chewing-gums et la cigarette. Donc finalement, il y a un mouvement d'essuie-glace, c'est-à-dire que des Allemands sans doute ont immigré aux États-Unis en portant avec eux les règles du Mao Mao. C'est devenu le Crazy 8. Les soldats sont venus combattre leurs ancêtres allemands et ont ramené le 8 américain en leur disant regardez, c'est tout neuf. Les Américains veulent faire un remake, moi je suis en pourparlers avec l'Allemagne, tout va bien. Voilà, donc après on va arriver sur une histoire qui est un peu plus documentée, un peu plus connue, et puis également peut-être un peu romancée aussi par l'éditeur actuel Mattel du Uno. C'est le même qui fait les Barbie. Exactement.
Donc c'est 1971 que Merle Robbins invente le Uno, The Uno. Donc là, si vous voulez vraiment un support, un lien où vous pouvez découvrir cette partie-là de l'histoire, vous pouvez aller voir une chaîne YouTube que j'ai regardée pour préparer l'émission, qui s'appelle C'est quand qu'on joue. Ça s'écrit avec des K, voilà, tout attaché, et un C seulement avant le premier camp. Avec 3 On vous mettra le lien en description. Voilà. Donc dans cet épisode, on y retrouve notamment une partie de ce que je vais vous dire, beaucoup de choses. Donc en 1971, l'invention. Le Uno donc, est inventé par Merle Robbins. Mais qui est Merle Robbins, hein? Je sais pas, c'est un oiseau? Non, c'est pas un merle, c'est un coiffeur. Ah, c'est le père de... Je sais plus, on s'en fout. C'est le père de quelqu'un en tout cas. Ça t'as raison parce qu'il a eu des descendants. Et donc il est coiffeur à Arlington Heights aux États-Unis, dans l'Ohio. Et en fait, il joue au 8 américain, ce monsieur, et il se dispute souvent avec son fils. Donc tu vois, il est père, t'as raison, il est père de son fils. Et donc il a un problème avec ça, parce que en fait, dès qu'il voyage, dès qu'il bouge un petit peu, dès qu'il a des gens qui viennent également dans son salon de coiffure, ils n'ont pas les mêmes règles que lui du 8 américain. Okay. Et donc en fait, ce qu'il va faire, il va se dire, mais moi je vais faire un jeu différent qu'on va appeler Uno, comme ça, on va se mettre d'accord sur les règles. Très bien. On va pas être sur le 8 américain, il n'y aura pas débat parce que je vais leur dire c'est pas le 8 américain, c'est le Uno, et les Uno c'est moi qui l'ai inventé, c'est les règles. Donc quand vous voulez avoir un jeu où c'est vous qui dictez les règles, vous changez le nom et vous dites que c'est vous qui inventez. C'est vrai. J'ai inventé le 8 Wonders, je sais pas si tu connais, on y jouera après, tu verras, ça va être super. J'ai hâte. Donc il va en produire quand même 5000 exemplaires, enfin il va s'associer avec des gens pour produire un premier stock de 5000 exemplaires et il va le vendre en fait dans son salon de coiffure aux hommes qui attendent leur tour. Et c'est vrai que ce jeu a quand même une qualité, c'est que c'est un jeu qui se joue à peu près n'importe où très facilement et qui a un excellent jeu d'attente. D'ailleurs c'est pour ça que les soldats étaient assez friands de ça, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes. Les soldats ont souvent été vecteurs de jeux comme ça, de dés notamment, mais également de cartes qui sont transportables, utilisables et qui sont des tue-l'ennui. Entre guillemets, puisque la vie de soldat comporte des longs moments comme ça où on ne fait rien que d'attendre et où il faut s'occuper. On attend beaucoup et on meurt. Ouais, parfois, exactement, malheureusement. Une chance sur deux. Donc c'est le jeu parfait pour tuer le temps. Ah, très bien. Bravo. Voilà, et donc dans les années 70, en fait, son Uno, il va se développer aux USA d'abord. Donc vers 1972, en fait, il a quand même un succès local, son jeu. Et donc, voyant que ça y a un filon, il va céder les droits du jeu à un propriétaire de funérarium qui avait envie de se lancer dans l'édition de jeu, qui s'appelle Robert Tezak. Et pour $50,000, ce qui est beaucoup pour l'époque, et une redevance de 10 cents pour chaque jeu vendu. Ah, c'est malin. Voilà, Robert Tezak fonde une entreprise qu'il appelle International Games pour commercialiser le Uno aux USA. Donc là, ça va vraiment permettre de sortir de l'Ohio, du salon de coiffure et diffuser le Uno plus largement aux USA. Alors par la suite, il y a quand même plusieurs légendes sur le Uno qui vont être parfois un peu romancées, comme on a dit, par Mattel. Il y en a qui disent qu'il aurait été boosté le succès par le passage dans des émissions de télé comme Bozo le Clown. Ah oui. Ça, il n'y a pas de preuve. Il y a également Kmart, une grande enseigne de mall, de supermarché américain, qui aurait demandé à commercialiser le jeu. Mais ça, c'est un peu dur de savoir si c'est vrai qu'ils ont exigé vraiment d'avoir le jeu et que ça a boosté autant que ça la production. Ce qui est sûr, c'est que Kmart et d'autres enseignes de supermarchés ont rapidement eu le Uno en vente et ont contribué, ça c'est certain, c'est le modèle qui a contribué aux États-Unis à diffuser largement le jeu aux USA jusqu'au début des années 80 et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc dans les années 80, en fait c'est d'emblée un jeu de mass market, entre guillemets, le Uno. Il arrive en Europe. Donc comment ? Fort du succès aux USA, tout simplement l'éditeur va exporter à l'étranger, en France, en Allemagne, en Angleterre, où il a un accueil aussi bon qu'aux États-Unis et il marche très bien également en Europe. Si bien qu'en 1992, Mattel, donc comme tu disais le fabricant de jouets et de jeux de société, attiré par le succès du jeu, va racheter la société International Games. Très bien. Ils vont pas racheter les droits du jeu, ils rachètent la société. Alors, il faut dire que c'est en grande partie du coup pour avoir la licence du Uno. C'est plus simple que de racheter que la licence. Et puis de toute façon, International Games, ils n'avaient pas d'autres jeux quasiment dans leur catalogue. Ils n'avaient pas le duo, le trio. Alors en fait, ils avaient des dérivés, des variantes du Uno. Mais du coup, le rachat par Mattel va être encore un cran en dessus dans le succès, on va dire, mondial cette fois-ci du jeu. Alors le montant de la transaction, cette fois-ci, il est tenu un peu plus secret. Les analystes
qui sont dans le secteur du jouet, quelques sources historiques, estiment la transaction. Mais alors là, c'est du spéculatif, c'est de l'estimation. Du doigt mouillé. Au doigt mouillé, à peu près 40 à 50 millions d'euros. Ok. Quand on sait que les descendants de Merle Robbins continueraient eux aussi de toucher les royalties initialement négociées par ce bon cher coiffeur, potentiellement revalorisé depuis du fait de l'inflation, on peut dire que ce petit coiffeur, il a quand même bien manié sa barque. C'est vraiment bien ce qu'il t'a fait, ce coiffeur. Ah oui. Trouve pas? C'est pas tant. Et par la suite, le Uno, c'est un succès commercial énorme. Dans les années 2000, on estime qu'il y avait plus de 100 millions d'exemplaires cumulés vendus. En 2010, on était doublé, c'est-à-dire près de 150 à 200 millions d'exemplaires vendus. Et aujourd'hui, on est sans doute au moins à plusieurs centaines de millions d'unités vendues, alors toutes versions du Uno confondues. Et en fait, c'est pour Mattel un concurrent aussi d'un autre jeu qui s'est beaucoup vendu, dont on avait parlé dans un épisode spécial avec Monsieur Fall, qui s'appelle le Monopoly. Et qui lui est possédé par Hasbro, un autre gros géant américain du jeu de société et du jouet. Et donc finalement, voilà, le Uno, c'est vraiment le produit un peu mass market, jeu phare de Mattel, tandis que le Monopoly est celui de Hasbro. Donc d'ici la fin de l'émission. Oh, tu fais des promesses. Oui. Combien de Uno auront été vendus dans le monde. Il est 14h41 sur Radio Campus Grenoble. Voilà. Et donc à 16h. Donc là, ça y est, il y en a un qui a été vendu là. Ah déjà. Voilà, là il y en a un vendu quelque part. Ok. D'ici la fin de la minute, il y en aura 17 qui auront été vendus dans le monde. D'ici la fin de l'émission, du coup, il y a à peu près 2000 ou 3000 boîtes qui auront été vendues. Paf, comme ça quoi. Ouais, comme ça. Et si on arrête l'émission, ça se vend quand même? On va demander. Il y a une boutique qui est là. On va leur demander d'ailleurs si eux ont contribué à ce chiffre mondial. Mais je ne crois pas qu'ils vendent le Uno ici. Je ne crois pas qu'ils vendent le Uno. Pour le festival en tout cas. Donc voilà, on a fini un petit peu avec... Le Uno, on est parti de chez les Grecs, et on est parti de chez les Chinois, on est passé chez par les les Chinois, Allemands. pas les Grecs. Enfin, les Grecs, ils n'ont rien à voir avec tout ça, les Grecs. Je crois que c'est même pas passé par chez eux. Peut-être un peu les commerçants, mais c'est arrivé, tu le sais bien, on l'a expliqué dans d'autres épisodes, par les Mamelouks, qui étaient des commerçants. Ensuite, c'est passé par l'Empire Ottoman, la Turquie, et puis c'est arrivé en Europe. Enfin, pas l'Empire Ottoman à cette époque-là, mais en tout cas par l'actuelle Turquie. Tout à fait. C'est l'émission Les Ludologues en direct de la Halle Clémenceau pour le festival Place au Jeu. Et bien maintenant, c'est la rubrique Ça va où, c'est ça? Oui, on est toujours sur du Uno à Seven Wonders, l'art de gérer ses voisins. On a vu d'où venait le Uno, histoire passionnante, et les jeux de défausse de manière plus générale. C'est ça. Et maintenant, on va voir un peu jusqu'où ça va, et notamment aux Seven Wonders. Alors là, on était sur les jeux de défausse, etc. Mais ce qu'on va maintenant axer, c'est surtout l'art de gérer ses voisins. Parce que les deux jeux, à la fois Uno et Seven Wonders, ont la caractéristique d'être des jeux où on interagit plus avec ses voisins qu'avec le reste des autres joueurs. Et donc on va parler de Seven Wonders, l'original. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on les retrouve? Dans le futur. Les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient? Donc là c'est l'original de Seven Wonders dont on va parler. Encore un petit jingle. Ça c'est très bien. Une vraie petite merveille. C'est une des 7 merveilles du monde, Obélix. Imagine le plus grand édifice jamais construit par l'homme. C'est merveilleux. Si je m'attendais à trouver ça ici... Seven Wonders, un jeu de Antoine Boza, illustré par Miguel Coimbra, le dessinateur également de Cyclades et Hyperborea, édité chez Repro Productions en 2010 pour 2 à 7 joueurs, de durée de partie de 30 à 60 minutes, puisque la particularité du jeu est qu'on joue en simultané tous les joueurs. La catégorie, je dirais, c'est du familial expert, c'est-à-dire que pour l'époque, c'était déjà un jeu un peu touffu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeux beaucoup plus touffus, mais ça reste quand même quelque chose d'assez grand public et familial, mais qui va aussi séduire des joueurs un peu plus experts. Alors, Julien, on va s'intéresser à déjà expliquer qu'est-ce que c'est le Seven Wonders. Qu'est-ce que c'est le Seven Wonders? C'est moi qui explique? Je peux expliquer. Seven Wonders, c'est un jeu donc, dans lequel vous allez devoir développer une merveille, on va dire. Vous allez jouer avec l'une des 7 merveilles du monde, et le but du jeu va être de développer la construction de cette merveille et d'un réseau, on va dire, de bâtiments tout autour de cette merveille. Pour ce faire, vous allez avoir une main de cartes, donc il y a des cartes quand même. Et là, c'est pas comme au Uno où vous allez devoir toutes les défausser. Vous allez uniquement en jouer une à votre tour qui va contribuer au développement de votre merveille. Il y a plusieurs axes de développement. Il va y avoir des axes culturels, donc ça c'est des points de victoire directs.
Il va y avoir des axes militaires. Là, on va retrouver le côté concurrence avec ses voisins, puisque la guerre, on l'a fait qu'avec ses voisins, un peu comme au Uno, où on va se balancer des +2, des +4. Et également, il y a un axe, on va dire, technologique qui va permettre de scorer. Et puis en plus de ça, il y a des axes qui vont être plus des soutiens au développement. Donc on va pouvoir également construire des sites de production de ressources et également des sites commerciaux qui vont nous permettre également de construire de nouvelles cartes et petit à petit de faire évoluer notre merveille. Et le commerce, lui aussi, va se faire en direct avec les voisins de gauche et de droite. Donc c'est un jeu qui se joue en simultané, on joue tous en même temps une carte de sa main pour contribuer au développement de la merveille et ensuite on passe notre jeu aux voisins de gauche ou de droite. Il y a des changements de sens aussi, comme au Uno, qui sont un peu plus scriptés quand même. Mais... On reçoit une main, on joue une carte et on passe au voisin. Voilà, exactement. Et donc tout le monde joue sa carte en même temps et ensuite on fait passer son jeu de cartes à gauche ou à droite. On fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes et puis on refait 2 tours comme ça et ensuite on compte les points à la fin. Le système est assez intelligent et très efficace. Et c'est un jeu qui a eu un succès énormissime, de nombreux prix. Il a eu tous les prix possibles. Voilà, donc le Kinderspiel, l'As d'or. Le Kennerspiel, parce que le Kinderspiel. Tu vas te faire fâcher par les gens qui parlent allemand en fait. Le Kinderspiel, c'est les enfants. Non, ça peut, mais c'est le Kennerspiel des Jahres. Exactement, merci Julien de ta vigilance. Parce qu'après, sur Spotify, on se fait gronder. C'est vrai. On va essayer de comprendre un peu pourquoi ce succès et puis ensuite on verra quelle est cette dimension de gestion des voisins dans les jeux de société. On poussera un peu le truc. Oui. Déjà, c'est vrai qu'on va faire un saut dans le temps pour se rappeler à l'époque où Seven Wonders est sorti, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu contemporain, jeu de société, jeu de plateau. Alors à l'époque, il existait quoi ? Des jeux modernes accessibles, type Carcassonne, Aventurier du Rail, mais qui en termes de tactique, stratégie, étaient sans doute un cran en dessous. Colon de Catane. Également. Il y avait des jeux experts, Agricola, Caylus, Porto Rico. El Grande. Voilà, mais qui alors déjà étaient souvent disponibles en allemand. Ah bah oui. Voilà, c'est pas drôle, donc il fallait après traduire. Et puis qui là pour le coup étaient des jeux assez exigeants pour l'époque. Et puis il y avait des jeux de cartes stratégiques qui existaient déjà, comme Race for the Galaxy ou Dominion. Et Magic quand même. Et Magic, exactement. Donc en fait, dans ce contexte ludique-là, la force du thème déjà dans Seven Wonders est à mon avis prépondérante pour expliquer l'un des axes de succès. C'est-à-dire que le thème colle parfaitement à la mécanique et même au titre, ça va jusque dans le titre en fait. Seven Wonders, le chiffre 7 a déjà une forme symbolique, c'est les 7 merveilles du monde, ça se joue à 7 joueurs et je sais même pas si on commence pas avec 7 cartes. Le thème après joue sur une vision stéréotypique de l'Antiquité qui immerge d'emblée, c'est-à-dire que c'est pas une représentation réaliste de l'Antiquité, c'est une représentation qui est plutôt celle de l'imaginaire collectif et donc assez vite tout le monde va y retrouver ses repères, quelle que soit la merveille finalement qu'on va construire. Le nombre de joueurs, pour l'époque, il est complètement assez inédit. Peut-être pas complètement, mais assez inédit. C'est vraiment une époque des jeux en grand groupe. À cette époque-là, les jeux qui se jouaient à 2, ça n'existait quasiment pas. Les jeux de plateau qu'on vendait en boutique spécialisée. À 3, c'était très rare. Les jeux experts, donc je parlais, Dominion, notamment Porto Rico par exemple, se jouaient jusqu'à 5. Là où maintenant, on est vraiment sur des 2-4, la plupart des jeux. C'est vraiment une époque où c'était la culture des jeux en grand groupe et du coup ce jeu pouvait se jouer à 7 sans faire exploser la durée de partie. Et oui. Et ça c'est aussi quelque chose qui est hyper novateur et puissant dans la conception de Seven Wonders, c'est le côté simultané du jeu qui fait que vous jouez à 3, vous jouez à 4, vous jouez à 5, vous jouez à 6, vous jouez à 7, le jeu n'est pas plus long. C'est ça. Alors on peut jouer à 2, c'est peut-être la seule configuration dans laquelle il était un peu faible, ce qui donnera par la suite naissance à un autre jeu qui s'appelle Seven Wonders Duel. Et là, vous remontez dans le temps, vous allez voir notre tout premier épisode. Et c'est de là qu'on a commencé le podcast. Est-il devenu un classique, le Seven Wonders Est-il devenu un classique au même titre que le Uno? Je ne sais pas, mais en tout cas, comme le Uno, c'est devenu un jeu de mass market, effectivement, qu'on va retrouver en supermarché. Après, c'est parfois un jeu qui est décrit aussi comme une porte d'entrée vers les jeux experts. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas lancer le débat, mais j'y crois pas aux jeux porte d'entrée. En fait, on en a déjà parlé. C'est ça. Alors, je suis assez peu d'accord, comme toi, d'habitude, avec cette idée qu'on rentre dans le jeu en suivant la logique. D'abord, on fait des jeux familiaux, puis après, on découvre un jeu plus initié, puis expert, etc. Néanmoins, Seven Wonders, un des gros succès aussi, c'est son évolutivité dans le temps au travers des extensions. C'est-à-dire que le jeu de base, effectivement, est très accessible. Mais si vous rajoutez
toutes les extensions qui ont été amenées par la suite et qui peuvent toutes se mettre en même temps, Oui, je sais pas si c'est une bonne idée, mais oui. vous pouvez arriver jusqu'à un jeu qui est extrêmement touffu quand même. C'est ça, c'est vrai. Et du coup, là, moi, je suis d'accord avec l'idée d'évolutivité parce que, imaginons un joueur qui découvre les jeux de société, il va acheter sa boîte de Seven Wonders. Et oui, là, il va peut-être vouloir aller plus loin, dire tiens, je mets une extension. Et là, il va mettre le doigt ou le pied dans un mécanisme de je rentre dans quelque chose de plus initié. Et à la fin, se rapprocher presque d'un jeu expert. Quelqu'un qui joue à Seven Wonders avec toutes les extensions, je pense qu'il est prêt pour faire un jeu expert. C'est vrai. Voilà. Donc, ça lui fait quand même beaucoup de qualité qui explique, à mon avis, son immense succès en France et dans le monde. Et puis il est pas tellement démodé, il est toujours au goût du jour quand même globalement. Je propose qu'on a pu interviewer Antoine Boza, l'auteur du jeu, hier. Oui. Et, donc je propose qu'on l'écoute, on lui demande son avis sur le jeu. Ma première question, c'était de savoir s'il était lassé d'entendre parler de Seven Wonders. Non, je suis pas lâché parce qu'en fait, je fais pas tant de salons que ça, j'en fais vachement moins qu'avant. Et je te dirais même que c'est toujours un plaisir. J'ai toujours régulièrement, au moins une fois par salon, quelqu'un qui vient me dire merci pour Seven. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu de société moderne. Ça fait toujours très plaisir. Donc non, pas vraiment de lassitude. Comment tu expliques le succès de ce jeu ? Déjà, c'était une autre époque. Ça, c'est sorti il y a 15 ans, 16 ans bientôt. Allez, 15 ans on va dire. Ouais. C'est quand même un marché qui était moins concurrentiel. Et je pense qu'à l'époque où c'est sorti, ça cochait à peu près toutes les cases de ce que voulaient les gens, quoi. C'était quand même un jeu de stratégie. Il n'y avait pas de temps mort. On pouvait jouer à beaucoup, c'était de la gestion de ressources, il y avait le draft qui était une mécanique qui n'était pas tant vue, voire pas vue du tout à part chez les gens de Magic. Ouais. Si ça sort aujourd'hui, je suis pas sûr que ça fonctionne plus que ça, tu vois, c'est ça qui est fou en fait. Il y a une notion de tempo qui est vachement importante. Honnêtement, je pense que le jeu a plutôt bien vieilli, il accuse pas trop ses 15 ans. Cela dit, il y a des trucs qui ont vieilli, typiquement la phase de préparation et de tri des cartes en fonction du nombre de joueurs, c'est un truc que tu vois plus. Si tu sors là cette année un jeu où il y a ça, les gens vont dire ouais, c'est vraiment relou quoi. À l'époque, ça posait pas de problème, mais ça c'est le truc qui a le plus vieilli, je pense, dans le jeu en fait. Mais le reste en sort plutôt pas mal. Ouais. Elle est importante cette mise en place quand même. Elle est quand même importante parce qu'elle garantit qu'il y ait le bon nombre de cartes, que les chaînages soient respectés et tout. Donc si on l'a fait, c'est qu'on n'avait pas le choix. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, on le ferait aujourd'hui au cours des tests, on se dirait ah ça c'est vraiment un gros souci, il faut qu'on fasse autrement et peut-être qu'on casserait le jeu à cause de ça, tu vois. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'était de toute façon on n'a pas le choix, il faut que ça soit comme ça pour que le jeu soit au top, quoi. Mais ce truc-là a vieilli. Ouais. Et quelle était la source d'inspiration pour Seven Wonders ? En fait, la source principale, alors il faut savoir que ça a été développé à Grenoble, globalement, parce que j'étais à Grenoble à l'époque. Le groupe de copains qui jouaient à l'époque, on était souvent 7 dans les soirées en fait. Okay. Et j'ai vraiment fait le jeu parce qu'à 7, on pouvait pas jouer à des jeux de stratégie. On pouvait jouer à des party games, tu vois, on pouvait jouer à Time's Up. À l'époque, on jouait à Time's Up, bon d'accord, mais bon, tu vas pas faire toutes tes soirées sur Time's Up, tu vois, au bout d'un moment. Donc je voulais faire un jeu où on puisse jouer à 7, qui soit quand même un jeu de stratégie en fait. Et le jeu est vraiment parti de là. Sinon, on était obligé de faire 2 tables, on faisait une table de 3, une table de 4, puis tu vois, mais on n'avait pas de jeu, on pouvait jouer tous ensemble. Donc Seven est vraiment parti de là, sachant que c'est pas la meilleure config. À 7 c'est le bordel, il faut une grande table et tout. Mais le fait est que c'est ce qui a provoqué l'étincelle du jeu, c'est quand même le fait de pouvoir jouer tous en même temps à un jeu de stratégie. Quoi. Et la gestion des voisins ? C'était vraiment un des axes de travail, parce que l'idée c'était qu'on joue tous en même temps, mais quand tu joues tous en même temps, c'est difficile de suivre la table pour tout le monde. Ouais. Donc une des premières briques de Seven, c'est on joue avec ses voisins, donc on échange les ressources avec les voisins. Les guildes, c'est une conséquence de ça. Et l'argument c'est ça, c'est de dire oui, on va pas surveiller 5 ou 6 joueurs à l'autre bout de la table avec des cartes à l'envers, donc on va vraiment axer l'interaction sur les voisins et la restreindre volontairement aux voisins. Donc les gens disent ouais, en fait c'est pas vraiment un jeu très interactif. Effectivement, tu interagis pas avec l'autre bout de la table, mais c'est volontaire, c'est une des conditions pour que le jeu soit efficace, qui fonctionne, qu'il n'y ait pas de downtime, c'était de limiter cette interaction au voisinage direct. Et voilà, donc c'était Antoine Boza, l'auteur du jeu Seven Wonders, qui nous parle. Oui, tout à fait, et merci à toi Julien de t'être lancé micro-trottoir à la main pour recueillir ce témoignage. J'ai fait le trottoir avec un micro, c'était super. Pendant le festival. J'ai pu recueillir aussi l'avis de Bruno Catala, qui est un autre auteur de jeu, qui a fait Seven Wonders duel avec Antoine Boza, mais qui n'a pas participé au Seven Wonders. Je lui ai demandé son regard en fait sur Seven Wonders 16 ans après, on est en 2026. Ouais, alors juste pour revenir quand même sur cette première interview, je trouve hyper intéressant parce que ça recroise beaucoup effectivement de points forts qu'on avait analysés un petit peu en amont et qui redit bien, et notamment ce côté, c'était l'époque des jeux en grand groupe, quoi. Voilà, qui redit. Et on va voir ce que Bruno Catala avait à ajouter sur le thème. C'est le grand philosophe ludique Antoine Boza qui a dit un jour qu'une règle, c'était une règle de trop. Donc effectivement, moins on en met, mieux c'est. Je vois pas en quoi il pourrait se démoder en réalité. Parce que la règle, elle est hyper simple, elle conduit à ses choix permanents et puis tu construis quelque chose. Voilà, c'est mon regard là-dessus, c'est que le jeu, il était top quand il est sorti. Moi, j'ai pris une claque quand je l'ai joué chez Antoine la première fois sur le prototype. Okay. Et là, j'ai dit, waouh, ça c'est incroyable ça. C'est
l'expérience de jeu globale à la fin par rapport au choix justement à ce niveau de frustration permanent pendant la partie, la durée de la partie, ce que tu as fait à la fin, t'as qu'une envie, c'est de recommencer en fait, encore et encore et encore, et ça j'ai trouvé vraiment ça génial quoi, vraiment. Et aujourd'hui effectivement le jeu il est démodé en rien, voilà. Si on voulait faire une toute petite critique entre guillemets, la seule qu'on pourrait faire, c'est que même encore des années après, il y a un paquet de personnes qui comprennent rien à la science. Mais ceci dit, dans la vie, c'est pareil. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le scoring de la science, la façon de marquer les points sur la science, si tu joues à une table où tout le monde n'a pas vraiment compris comment ça marche, ça fait des parties qui peuvent être dégénérées, parce qu'en fait, il y en a qu'un qui va se gaver, puis il va gagner la partie, parce que voilà. Donc comme c'est le truc le moins direct, c'est celui qui est le plus complexe à appréhender. Et voilà, s'il y avait eu quelque chose d'un tout petit peu plus simple là-dessus, ça n'aurait pas été perdu. Toujours des pistes d'amélioration, c'est parfait. C'est intéressant. Nous sommes en direct de Festival Place au Jeu, la Halle Clémenceau. C'est la journée qui clôture cette semaine de festival. Le thème, c'est de Uno à Seven Wonders, l'art de gérer ses voisins. Oui, une interaction que j'appelle géographique. Même si, bien sûr, comme d'habitude, le lien qu'on fait entre les deux jeux est critiquable, incomplet, subjectif et totalement partial. Tiré par les cheveux qu'on n'a plus beaucoup. Voilà, exactement. Mais du coup, ça les met quand même tous les deux dans cette famille de jeux qu'on va appeler à interaction géographique. Oui. Donc il y en a quelques autres, comme Wanted, ou anciennement, qui s'est appelé Bang en italien, qui est devenu Wanted, puis redevenu Bang. Ah, c'est passé par les Chinois aussi ou pas celui-là? Non, pas celui-là. Non, pas du tout. Wanted, en fait, c'est un jeu d'Emiliano Sciarra, illustré alors dans certaines versions par Alex Pierangelini pour la V2 de qui s'appelle Bang en 2011, et l'éditeur c'est Tilsit en 2003, et il était sorti en italien en 2002. C'est un jeu qui va également, comme je disais, être à peu près contemporain de Seven Wonders, on va dire, et où la durée et les joueurs sont sensiblement un peu les mêmes. On va pouvoir jouer de 3 à 8 ou de 4 à 7 selon les versions. Là, c'est quand même un jeu qui est clairement beaucoup plus familial ambiance. C'est un familial qui descend vers l'ambiance, alors que Seven Wonders est un jeu familial qui monte vers l'expert. C'est vrai, là, c'est un jeu qui descend, l'autre c'est un jeu qui monte très bien. Voilà, exactement. Et on se tire dessus alors. Voilà, donc qu'est-ce que c'est Wanted? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où chaque personnage, chaque joueur incarne un cow-boy, on va dire, qui a un rôle caché. Le seul qu'on connaît, c'est le shérif. Oui. Et le shérif, il est entouré par tous les autres joueurs de la table, et il y en a certains, c'est des bandits qui veulent le tuer, des hors-la-loi. Et certains qui sont avec lui, donc il a 1 ou 2 adjoints selon le nombre de joueurs qui vont l'aider. Et puis il y a un renégat, lui, il a un compte personnel à régler avec le shérif, il doit rester le dernier joueur en tête à tête avec le shérif. Donc on va pouvoir dans ce jeu-là jouer des cartes pour se protéger, tirer sur les autres, mais l'interaction, là encore, va être limitée à nos voisins de gauche et de droite. Eh oui. Dans ce jeu, c'est vraiment un jeu à interaction géographique par excellence, parce qu'on va pouvoir modifier ce niveau d'interaction avec des armes qui vont pouvoir augmenter notre portée. Donc il faut s'imaginer que plus les gens sont loin autour de nous dans l'ordre du tour, plus ils vont être loin en termes de portée. Et donc vous avez des armes qui vont vous permettre de toucher des joueurs qui sont loin de vous, à l'inverse de Seven Wonders où on ne peut pas du tout interagir avec ceux d'en face de manière directe. Là vous allez pouvoir tirer sur les autres sans que parfois les autres puissent vous tirer dessus. Voilà. Très bien. Donc c'est un jeu effectivement qui va créer des forts rebondissements, etc., qui reste assez agréable à jouer. C'est un jeu de déduction de rôle. Ça crée des retournements, c'est assez facile à apprendre, c'est assez immersif. Il y a un côté rôle caché pour ceux qui ont démarré avec le loup-garou, c'est une variante du loup-garou un peu plus gamer, voilà, exactement. Alors là où il a effectivement peut-être un petit peu vieilli, c'est qu'il traîne en longueur quand on est nombreux. Comme le loup-garou du coup. Voilà, et d'autant plus qu'il y a des éliminations comme au loup-garou, c'est-à-dire que là, on peut être éliminé et attendre très longtemps. Le loup-garou, ça va quand même plus vite. Là, Wanted, moi j'ai une partie, j'ai pu des fois être éliminé sans jouer. C'est-à-dire que des fois, quand on joue à 8 ou 9, on peut, si on est 8ème à jouer, vous pouvez être mort avant de commencer. Ça s'appelle un délit de sale gueule. Voilà, alors il y a des règles qui disent on peut pas être mort au premier tour, il y a des trucs un peu pour revenir. Que t'as rajouté toi-même? Non, je crois qu'il y a des extensions qui le rajoutent de souvenirs, il faudrait que je regarde. Très bien. Bref, voilà, donc c'est en ça qu'il a un petit peu vieilli, et puis du coup, comme derrière, ça peut durer 1 heure la partie, vous vous retrouvez à attendre 1 heure que les autres aient fini, vous partez sur un autre jeu. Voilà. Donc ça c'était pour Wanted, Bang, qui fait aussi partie de cette famille des jeux à interaction géographique. Et puis toi t'en avais un autre plus récent. Oui, c'était Splitto, un jeu de Luc Raymond et Romaric Gallonnier, illustré par Maud Chalmel. C'est édité par Blam, c'est sorti en 2022, c'est pour de 3 à 8 joueurs. C'est familial, ça dure 20 minutes, c'est assez rapide. En fait, quand on va jouer des cartes, on va pas les jouer devant nous, on va les jouer sur la zone située entre les voisins. C'est-à-dire que les cartes appartiennent donc à 2 joueurs. Il y a 2 propriétaires des cartes
Et quand on joue une carte, on choisit de quel côté on la met. Est-ce que je la mets entre moi et mon voisin de gauche, entre moi et mon voisin de droite? Et les objectifs à la fin de la partie vont être réalisés en commun. C'est-à-dire que pour calculer le score de chaque joueur, on va multiplier le score de la zone de gauche avec le score de la zone de droite. Donc c'est important d'équilibrer deux et de jouer des deux côtés. Et en fait, les deux joueurs vont contribuer à réaliser l'objectif. Donc il y a un peu de négociation parce que voilà, on a envie de pas trop envie que l'autre fasse des points, mais on est obligé quand même, quoi. Oui, là c'est un jeu où peut-être encore plus que dans Seven Wonders et Wanted, il faut bien s'entendre avec ses voisins. C'est ça, là c'est indispensable. C'est indispensable. On avait fait 2 parties ensemble, je me souviens, et la première on n'avait pas beaucoup coopéré, ça s'était pas bien passé. Et on était voisins en tout cas. On était voisins et la deuxième s'est mieux passée. Disons que moi je crois que je voulais coopérer, mais toi t'étais d'emblée hostile, quoi. Ouais, mais ça c'est... Ou l'inverse, je sais c'est plus. ma caractéristique. Mais du coup ça nous amène au thème effectivement, dans les jeux modernes, ce thème de voisinage. Oui, on va parler un peu de la fête des voisins. C'est la fête des voisins aujourd'hui. Mais je sais, j'adore. Est-ce que tu connais le FPA? Alors non, c'est pas la fédération des pitbulls agressifs. C'est le First Player Advantage. C'est l'avantage au premier joueur. Dans la majorité des jeux, on regarde les statistiques. En fait, on constate que le premier joueur, celui qui démarre la partie, il a un taux de victoire légèrement supérieur de l'ordre de 2 à 5%. Ouais, si bien qu'il y a quand même peu de jeux maintenant qui sortent encore aujourd'hui, là en 2026, à l'époque où on enregistre, qui n'auraient pas quelque chose qui vient contrôler ça. C'est-à-dire que très souvent, à 90%, le premier joueur tourne surtout. C'est pas le même qui reste premier joueur tout le long. Alors qu'il y a des jeux plus anciens où parfois on retrouve encore le premier joueur qui est le même pour toute la partie. Et aussi dans certains jeux, il existe une corrélation entre l'organisation du tour de jeu et le classement final. C'est-à-dire qu'en fonction de qui tu as à côté, ça va influer sur ton résultat. Bonjour mes voisins. On va chier. Le score dépend aussi du type de jeu. Ah, ça t'a permis de faire des stats, ça, non? pas autant que j'aurais voulu. J'étais un peu déçu. En tout cas, pour les jeux de draft comme Seven Wonders, il y a une vraie corrélation qui est assez forte entre ce que fait ton voisin et ce que tu fais toi. Ça va influencer ton jeu, en fait. Donc pour schématiser, en fait, si on considère qu'on joue dans le sens des aiguilles d'une montre, le voisin de droite, il façonne la situation dont tu hérites, tandis que le voisin de gauche, ton souffre-douleur. Il va devoir se débrouiller avec la situation que tu lui as laissée. Plus vous jouez à des jeux à interaction forte, plus on est dépendant du joueur de droite au final. En tout cas, le joueur qui joue avant nous. Oui, voilà, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Et Uno, donc c'est la mécanique de la cible et du bourreau qui se met en place. Le joueur qui joue après vous va subir les cartes spéciales, tandis que le joueur qui est avant vous, c'est votre bourreau, comme je l'ai dit, c'est lui qui vous refile les plus 2, les plus 4 et qui va vous faire plein de crasses. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans Seven Wonders ou dans Uno, il y a la possibilité de changer de sens pour pas toujours être la même victime et pouvoir se retourner et être à son tour le bourreau. Donc si vous voulez maximiser vos chances de gagner, vous avez plutôt intérêt à bien choisir votre voisin pour la partie, mais on y reviendra. Au Uno, donc le joueur situé à gauche du vainqueur, il termine rarement deuxième. Parce que pour gagner, le vainqueur il a dû écraser son voisin de gauche. Dit autrement, il est mathématiquement difficile pour 2 voisins directs de finir premier et deuxième au Uno. Car pour gagner, l'autre a dû écraser, le premier a dû écraser celui qui est à côté. Ouais, souvent donc quand on était à côté du vainqueur, on est dans les derniers. C'est ça. On va donner quelques exemples de voisinage et l'influence que ça peut avoir sur la partie. Donc l'idée c'est plutôt de voir ça dans le cadre d'un jeu de draft. Enquête sur les guerres de voisinage, quand l'enfer est à votre porte. Parlons un peu des newbies et des débutants. Donc généralement, les débutants, ils jouent mal. Donc ils jouent pour eux, ils regardent pas trop ce qui se passe autour d'eux. Notamment, ils gèrent pas trop leurs voisins, le joueur qui joue après eux. Au-delà de ça, on n'a rien contre eux. Non, forcément, il faut débuter un jour ou l'autre, quoi. Et donc quand tu parlais de jeu de draft, on imagine c'est un jeu type Seven Wonders. C'est ça, où on se transmet des cartes. Ouais. Et en fait, de ce fait, ils peuvent parfois laisser passer des trop grosses opportunités pour le joueur suivant. Et ça peut déséquilibrer la partie. En fait, le joueur suivant, il va être relativement libre de ses mouvements. Il va pouvoir viser les meilleurs coups et le joueur précédent va rien faire pour l'en empêcher, quoi. Donc mon conseil, si vous voulez gagner, vaut mieux se placer après un joueur inexpérimenté. Et à l'inverse, il vaut mieux éviter de se mettre après un joueur expérimenté qui va tout faire pour faire capoter votre jeu, quoi. Donc vous l'invitez du bras droit, mais viens là mon cher invité, je vais t'apprendre le jeu, mets-toi ici, comme ça je pourrais bien t'expliquer les règles. Et donner de bonnes stratégies qui vont me faire gagner à la fin. Non, à droite. Tu seras mieux là parce que le chaise est plus confortable. Vous mettez toujours une chaise confortable à votre droite. Il y a ensuite des effets de synergie qui peuvent apparaître. Donc il y a plusieurs topologies de voisins. Il y a les pacifistes, les belliqueux, les avares ou les riches. Mon pauvre argent. L'idéal, c'est d'arriver à trouver une spécialisation complémentaire. Par exemple, à Seven Wonders, s'il y en a un qui fait du commerce et que l'autre fait de la science, ils vont pas trop se marcher dessus
et ça va plutôt bien se passer. Une autre spécialisation complémentaire, c'est un qui fait la guerre et l'autre qui peut produire les ressources nécessaires pour acheter les boucliers qui vont permettre de faire la guerre. En général, ça marche bien. Il y a une autre synergie qui marche bien, c'est d'avoir un voisin riche. Il y a des gens sur internet qui ont fait des simulations d'un grand nombre de parties de Seven Wonders. Ils ont pu tirer quelques tendances, conclusions. Exactement. Conclusions toujours débattues, mais oui. C'est ça. Et les simulations montrent que la proximité d'un voisin riche en ressources augmente le taux de victoire de manière significative. En fait, en gros, ça évite de gaspiller des tours à construire ses propres ressources. On peut aller les acheter chez le voisin, c'est plus facile. L'idéal, c'est d'avoir des ressources qui manquent au voisin pour que lui, il vienne les chercher et pouvoir commercer. On va être le fournisseur du voisin riche. C'est ça. Ouais. Mais l'intérêt, c'est d'avoir pas les mêmes ressources. Parce que si on a les mêmes ressources, il y a un truc qui arrive, ça s'appelle l'effet de concurrence. Par exemple, sur les cartes militaires, comme c'est un jeu à somme nulle, les cartes rouges à Seven Wonders, en fait, ce que je gagne, le voisin ne le gagne pas. C'est-à-dire que si moi je gagne la bataille, forcément tu ne gagnes pas. Donc ça permet quand même de creuser des écarts significatifs. Par contre, il n'y a pas de plus-value parce qu'en fait, si on se lance dans une stratégie d'escalade, être celui qui gagne la bataille, c'est forcément une stratégie perdante parce qu'on va dépenser beaucoup de temps, beaucoup de cartes, beaucoup d'énergie en fait pour gagner la bataille. Mais en fait, il y aura pas plus de points à la fin parce que tu l'as écrasé avec 10 points d'écart ou avec 1 point d'écart. En fait, cette stratégie, son efficacité est inversement proportionnelle à l'investissement qu'on met dedans. C'est-à-dire plus tu investis dedans, moins elle est rentable. Et par contre, si tu investis peu et que tu gagnes, elle va être très rentable. C'est ça. Donc pour toutes les stratégies, c'est vrai. En fait, si tu adoptes la même stratégie que ton voisin, tu te condamnes mutuellement à l'échec. C'est-à-dire que toi-même et l'autre aussi, tu le condamnes à l'échec. Ouais. À Seven Wonders, donc il y a les cartes scientifiques et le nombre de points qu'elles rapportent n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet exponentiel et chaque carte obtenue rapporte un peu plus que la précédente. Donc c'est une façon de jouer assez puissante qui est un peu masquée. Ce qu'il disait, en fait, c'est pas direct, donc on le voit pas très bien. On a du mal à le calculer en plus d'un coup d'œil. C'est ce que disait d'ailleurs Bruno Catalas. C'est ça. Et toujours pareil, donc sur Reddit ou Board Game Geek, il y a des gens comme Zemvip qui ont fait des simulations et qui ont pu récupérer un grand nombre de données et voici ce qui en ressort par rapport au cas des cartes vertes. Allez, lance-nous les stats. Ouais. Donc s'il y a un seul joueur qui joue les cartes vertes à Seven Wonders, en gros... on va appeler ça le cas Bruno Catala. Le score va être très élevé. C'est-à-dire si les autres joueurs font pas l'effort de planquer une carte verte de temps en temps dans leur merveille, c'est la victoire assurée pour... oui, ou de les jouer, mais voilà, de les utiliser en tout cas pour pas les laisser... C'est-à-dire de se dire, ok, tant pis, je perds un tour, mais je l'empêche de gagner en fait. Mais ça, faut être un petit peu aguerri effectivement pour le faire. Et s'il y en a un qui fait ça tout le temps, il est sûr de perdre, il va empêcher l'autre, mais il va pas gagner. Oui, parce qu'une des bonnes techniques pour ça, comme tu disais, c'est d'utiliser la carte pas pour sa phase verte du coup, mais si on part pas sur la stratégie verte, c'est de l'utiliser pour construire sa merveille. Et là, on empêche l'autre d'utiliser la stratégie verte. S'il y a deux joueurs qui jouent la science et qui sont éloignés à la table, c'est-à-dire qui sont pas voisins, leur score va être moyen. C'est-à-dire que ça va pas être incroyable, mais ça va être dans la norme. Et en fait, s'il y a deux joueurs science qui jouent les cartes vertes et qui sont voisins, alors là leur score chute de manière spectaculaire. On va être souvent à moins de 40 points, ce qui est assez minable comme score, sauf si on débute, bien sûr. Si on débute, c'est très bien. Mais si ce deuxième cas de figure là, que c'est moyen même si on est loin, il est vrai parce qu'on a dit que Seven Wonders on interagit avec ses voisins de gauche et de droite, mais quand même un petit peu avec les autres parce que les cartes font tout le tour. C'est ça. Finalement, on interagit aussi avec ceux d'en face, mais proportionnellement d'autant moins qu'ils sont loin. C'est ça. Voilà. Et donc cette histoire de planquer les cartes, en fait, c'est ce qu'on appelle le contre-draft à Seven Wonders. Ça marche très bien parce qu'on peut, justement, ce que tu disais, on peut les mettre sous sa merveille. Donc le système a été pensé pour pouvoir contrer les autres sans trop se pénaliser, puisque le fait de faire la merveille, ça rapporte des points ou des bonus. À noter qu'il y a l'extension Cities qui permet d'atteindre les joueurs qui ne sont pas des voisins directs. J'aurais pu l'appeler l'extension voisin. Enfin, voisin d'en face, quoi. Jules de chez Smith. L'extension vis-à-vis. C'est ça. Et donc pour limiter ces effets-là, en fait, lors des tournois officiels de Seven Wonders, il y en a par exemple au flip de Parthenay, organisé par Asmodée, les joueurs sont placés de façon aléatoire autour de la table. Et à chaque manche, ça change à chaque manche. Comme quoi, c'est pas faux cette histoire de stade de placement. Je sais pas, parce que peut-être légende populaire. Et enfin, il reste un concept de position relative. Dans une partie, en fait, si deux joueurs entrent dans une dynamique de compétition directe, souvent parce qu'ils sont voisins autour de la table et ils partagent des choses, leur probabilité de finir premier et deuxième chute. Tu vois, vaut mieux être en conflit un petit peu avec tout le monde qu'avec un mec en particulier parce que tu l'entraînes dans ta chute et vous entraînez mutuellement dans la chute. Donc on peut avoir intérêt des fois dans une partie à attiser des frictions en fait entre deux joueurs, donc soit en les invectivant, soit même en créant des pénuries artificielles. C'est-à-dire que si tu crées des tensions sur les ressources, ils vont essayer de trouver là où ils peuvent et rentrer en concurrence. Ouais, ça c'est un effet bien connu quand deux joueurs ont
tendance à être très en compétition l'un l'autre parce que soit ils sont amis, soit ils aiment bien se chambrer, etc. Souvent ça va les entraîner dans leur chute. Du coup ça peut permettre aussi à un débutant ou un nouveau à la table de gagner quand les autres n'osent pas trop se friter avec lui et se fritent entre eux. C'est ça, et comme dit donc le célèbre proverbe pékinois, quand 2 chiens se battent pour un os, le 3e l'emporte. Donc, si vous êtes là pour gagner, faut bien choisir sa place autour de la table, c'est ça la conclusion. C'est fini, faites-vous ça. Et voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu comment ça se passe dans notre tête et pourquoi on a fait le lien entre ces deux jeux. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, effectivement, assez passionnant cette histoire de comment on se place autour de la table parce que ça paraît anecdotique quand on s'y place et on voit que finalement ça devient carrément un élément que les joueurs veulent contrôler quand on est en compète. Ça peut, oui c'est donc, vrai. Donc voilà, c'est pas non plus si anodin que ça et il y a beaucoup de joueurs aguerris qui poussent le truc assez loin. On va continuer avec un instant pop culture un petit peu, je sais pas comment l'appeler, on s'en fout. En tout cas, c'est savoir que le Uno, le Seven Wonders, on disait, sont des jeux qui sont clairement rentrés dans la pop culture. Et donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est ça. Et donc, imaginons, c'est samedi soir, vous êtes confortablement installé sur votre canapé, vous avez votre plaid, votre seau de popcorn sur les genoux, vous êtes prêt à vous lancer dans le visionnage de votre film préféré quand tout à coup, il y a une question qui vous obsède. Mais pourquoi donc on ne voit jamais de partie Uno dans les films au cinéma ? C'est vrai. Et Seven Wonders, pas beaucoup non plus. C'est vrai. Mais heureusement, les ludologues sont là pour répondre à cette question lancinante qui vient de naître au fond de vous. Merci les ludologues. Le nombre de gens qui vont bien dormir le samedi soir, impressionnant. Et donc la réponse, elle tient en 2 points. Premièrement, les droits appartiennent à Mattel. C'est le vendeur des poupées Barbie, on l'a dit. Donc il faut donc une licence pour pouvoir utiliser le jeu Uno dans un film. Donc c'est compliqué, ça peut coûter cher, sauf si on fait sous la forme d'un placement produit. Okay. En gros, il faut demander l'autorisation. Mais t'as pas retrouvé de film où ils ont utilisé ça ? Non. Et deuxièmement, en fait, c'est extrêmement compliqué de filmer des parties de cartes au cinéma. En fait, avec les jeux de plateau comme le Monopoly ou le Scrabble, c'est beaucoup plus facile à filmer. Déjà, avec quelques accessoires, tu arrives facilement à faire comprendre à quel jeu les personnages jouent. Donc, tu n'es même pas obligé de citer le jeu pour que les gens comprennent. Et surtout, en fait, l'essentiel, c'est que le jeu est posé sur la table. Et on peut même s'amuser, je pense, à fixer le matériel sur la table. Comme ça permet d'éviter d'avoir des faux raccords entre 2 plans, d'être obligé à chaque plan de se dire attends, où est-ce que c'était le matos, tu le colles sur la table et tout reste identique d'un plan à l'autre. Avec des cartes, c'est plus compliqué, les acteurs ils les manipulent, ils doivent, ça devient un casse-tête en gros, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de partie de jeu de cartes à part dans les films de Marcel Pagnol, mais c'était en plan séquence donc on s'en fichait à l'époque. Voilà pourquoi on ne trouve pas de partie de cartes et encore moins de Uno. Ouais. Cela dit, fun fact, nous sommes en 2026 et en 2025, il y a un film sur le jeu de cartes qui est en cours de production. Alors, est-ce qu'il sortira un jour ? Peut-être que vous le saurez dans le futur. Est-ce que vous aurez la chance de regarder sur votre canapé un samedi soir avec un seau de popcorn sur vos genoux, un film qui s'appelle Uno ? Pour plaisir, je vous donne le pitch de ce film qui existe vraiment, qui est vraiment oui, cette fois-ci, c'est pas une blague de Julien. C'est ça, c'est Uno. Le film, c'est une adaptation en long métrage du célèbre jeu de cartes Uno sous la forme d'un film de braquage au sein de la scène hip-hop underground d'Atlanta. Voilà, je vous laisse décider. Uno, le film. Voilà, ça a l'air Plus 2, plus 4. Joker. Lequel posera sa dernière Bien là que je te reverse. Bref, voilà. Ça, moi, pour curiosité, j'aimerais bien le voir ce film. Ouais, pas ouf, ouais. J'aimerais bien voir rencontrer quelqu'un qui l'a vu. Ouais, t'as raison, je me suis un peu emballé, désolé. Allez, c'est l'instant S. Ouais, on passe à l'instant sociologique. L'oseille, le quinoa, ils partent pas avec les mêmes chances à la vie, les deux Jésus. De même que chaque minable sur cette planète est responsable de son sort. Dans ma vie, j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Prenez un chewing-gum, Émile. Vous vous rappelez vos parties de Uno ? On était confortablement installés, la soirée était conviviale, on distribue les cartes, on commence à jouer. Et puis paf, là en moins de 20 secondes, là c'est la gabegie, tout le monde se dispute. Et vas-y que j'échange mon jeu avec le tien grâce à mon 0, et que je joue en dehors de mon tour avec des interceptions, et que je te mets un +2 sur mon +4. Bref, c'est la confusion, c'est le désordre. La partie se transforme instantanément en pétaudière. Parce que personne ne lit les règles. C'est ça. Alors pourquoi on s'embrouille au Uno plus qu'aux autres jeux ? Avant de répondre à la question, on va déjà parler de la notion de règle. Ce qui définit une activité comme un jeu, c'est la présence d'une règle. S'il n'y a pas de règle, en fait, c'est pas un jeu, ce que disait Monsieur Kailois. Et le problème en fait de ces règles, c'est que l'apprentissage des règles a un coût. C'est vraiment un des enjeux, ça, d'essayer de réduire ce coût d'apprentissage des règles pour les joueurs. Donc côté éditeur, en fait, ce qu'ils essaient de faire, ils essaient de limiter au maximum le coût, soit en proposant des règles lisibles, de simplifier les règles, de les rendre plus claires, de faire des récapitulatifs, des tutos vidéo. En 2026, moi je trouve qu'il n'y a personne qui a vraiment trouvé une solution parfaite. L'IA semble un outil intéressant pour avoir des précisions. Demain, ça sera peut-être l'IA qui nous expliquera les jeux, mais en tout cas, on n'y est pas encore aujourd'hui. Il y a déjà des aides de jeu. Des aides de jeu, ils précisent. Ça, c'est sûr. Mais ils n'expliquent pas encore à la place, quoi. Non, ils n'expliquent pas à la place. Il y a des tutos quand même internet qui ne sont pas faits par IA, effectivement, par des vraies personnes qui sont aussi là. Et beaucoup de gens aujourd'hui apprennent plutôt les règles du jeu
par visionnage de vidéos que par lecture des règles. Et après, sur le Uno, c'est aussi que le pire, c'est les gens qui croient qu'ils savent. Ah oui, ça c'est. Alors ceux qui croient qu'ils savent. Les croiveurs. Et ben ça c'est le pire. C'est ça. Parce que eux, ils vont te dire qu'ils savent. Ils savent. Alors qu'ils savent pas. Et donc c'est ça. Côté joueur, en fait, ce qu'on observe, c'est que la façon la plus optimale de transmettre les règles, c'est la façon orale. Donc généralement, lors d'une soirée, il y a une espèce de hiérarchie qui s'installe pour définir qui va avoir la lourde tâche d'expliquer la règle aux autres joueurs. Et voire de la lire en amont. Justement, en fait, celui qui connaît les règles, c'est celui qui va expliquer. Oui. Après, il est surpassé quand même par celui qui connaît les règles et qui a déjà joué plusieurs parties. Ou alors, à défaut, celui qui a la réputation de bien expliquer les règles. Si vraiment on trouve personne qui sait trop jouer, ça va être toi. Et lire et expliquer la règle. Ce qu'on pourrait faire finalement, c'est qu'on pourrait aussi faire un moment méditatif de début de partie. Justement, on en parle après. T'en parles après, d'accord. On lit les règles peut-être, non ? Oui, ça pourrait être ça. Tous ensemble. L'organisation, c'est toujours la même. C'est un joueur se charge de potasser la règle, puis il se charge de transmettre oralement cette règle. En fait, il est amusant d'observer que même si personne ne connaît la règle, très fréquemment, il y a un joueur qui va se mettre à potasser les règles pendant l'installation du jeu pour les transmettre ensuite oralement aux autres participants. Et donc, pour rejoindre ce que tu disais, on pourrait imaginer d'autres organisations où tout le monde lit la règle, chacun de son côté. Et puis, zou, après, on se met à jouer. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Il faudrait que les éditeurs mettent, on ira tout à l'heure sur les stands d'éditeurs, proposer qu'ils mettent autant de règles que de joueurs. Sinon, il faut jouer avec un Allemand, avec un Italien et un Anglais. Voilà, exactement. Et ça fait une blague. Souvent, ils mettent en multilingue les règles. Et tout le monde prend, dans un silence de cathédrale, du temps pour lire les règles. Après, on fait un brainstorming pour savoir ce que chacun a compris. Et puis ensuite, de cette intelligence collective, naît la compréhension groupale de règles. Et là, on se lance dans la partie et tout le monde est d'accord. Oui, sûrement. Et on se fait pousser les cheveux et on se met autour d'un feu de camp. Et la vie est belle. Mais du coup, effectivement, comme tu dis, ça se passe pas comme ça malheureusement. C'est ça, voilà. Et quelles sont les autres sources de conflits alors, en fait, en endossant ce rôle d'expliquer les règles, celui qui explique, l'expliqueur de règles, je sais pas comment on l'appelait, il devient à la fois le juge de paix et le garant de la bonne humeur de la table. C'est là que peuvent naître les conflits en fait, et c'est un peu le début des problèmes. En fait, c'est un arbitre joueur. C'est ça, il y a deux sources principales au conflit. La première, en fait, soit c'est une mauvaise explication des règles. C'est-à-dire que celui qui a expliqué l'a mal expliqué. Alors je rappelle qu'il faut toujours être gentil avec celui qui explique les règles. On est gentil, on est toujours gentil. Parce que c'est compliqué d'expliquer une règle. Entre ceux qui écoutent à moitié, ceux qui essayent d'expliquer en même temps, les règles mal écrites, les exceptions, plus les mal comprenants qui comprennent pas, plus les gens qui croient connaître et puis qui croient pas, enfin bref. Voilà, c'est pas facile d'expliquer une règle. Et qu'en plus, la moindre erreur dans l'explication des règles, on est immédiatement soupçonné de triche. C'est-à-dire que tu dis mais tu me l'avais pas dit, c'est parce que tu voulais tricher, tu voulais gagner, enfin bref, c'est compliqué de maintenir la bonne humeur. Ça dépend des groupes quand même, mais c'est effectivement un rôle qui est pas facile toujours à endosser. Et la deuxième source de conflit, c'est quand on n'utilise pas les mêmes règles. Donc pour moi, les deux jeux les plus exposés à ce cas de figure, c'est le Uno. Il y a aussi le jeu du président, qu'on appelle aussi trou du cul. Celui-là, c'est encore pire parce qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le nom du jeu. Et oui, mais ça, c'est un peu comme le Mao Mao qu'on expliquait dans la partie historique. C'est que c'est des jeux très populaires qui n'ont pas de règles. C'est une transmission uniquement orale. Et déjà, on n'a pas toujours le même nom pour la même chose. Et des fois, on a le même nom pour des trucs différents. C'est ça. Et au Uno, on cumule les problèmes. Le Uno en sociologie, c'est un jeu transversal. C'est-à-dire qu'il échappe un peu au clivage socio-habituel. Les jeux experts sont plutôt pratiqués par des professions CSP+, le poker plutôt par les hommes, les jeux enfants plutôt par les femmes. Et lui, en fait, le Uno, il est connu et pratiqué par plus de 80% de la population. Il est connu dans la plupart des milieux sociaux. Et il fait par exemple le lien entre générations, les grands-parents et les petits-enfants, ils jouent ensemble au Uno. Donc ça explique que tout le monde croit connaître les règles du Uno. Enfin, tout le monde connaît sa propre règle, quoi. Et comme c'est un jeu de transmission orale par excellence, tout le monde a appris la règle différemment. Et on est tous d'accord quand même pour dire que nos règles à soi, elles sont bien meilleures que celles des autres. Oui, et puis en plus, c'est des jeux qui ont un matériel tellement simple qu'on peut aussi avoir une forme de compréhension instinctive. C'est-à-dire que c'est pas un jeu où on va penser à aller regarder quelle est la règle, parce qu'on a un corpus qui est très simple. Tu joues la même valeur ou la même couleur, et les autres, on devine par rapport à ce qui est dessus. Donc le comportement normal, on va dire, de quelqu'un qui découvre une carte est fait, il devine ce qu'elle veut dire. C'est vrai. Et donc une astuce pour passer une bonne soirée, c'est se mettre d'accord avant de commencer la partie. Et en cas de litige, pour moi, on applique la règle de celui qui reçoit. Voilà, le plus simple, c'est de se mettre d'accord sur qui connaît la règle, la règle de qui on va faire, et c'est lui le juge de paix. C'est ça. Donc pour rédiger tout ça, je me suis appuyé sur une étude sociologique qui s'appelle Qui connaît la règle ? Aspect communautaire et situé de la transmission orale des règles du jeu chez les joueurs passionnés, qui date de 2021 et qui a été rédigé par Jean-Emmanuel Barbier. Et qu'on vous mettra en lien dans la description si certains veulent la lire. Et si j'oublie pas. Non, t'oublieras pas parce que je vais te le rappeler. On a le temps de faire l'instant P ? Oui, allez, on va passer à l'instant P.
C'est l'instant psychologique. C'est quoi tout ce truc-là? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Alors, l'instant P, aujourd'hui, on va rentrer dans la dimension non plus sociologique collective, mais plutôt dans la dimension maintenant individuelle. Qu'est-ce qui se passe pour le joueur ou la joueuse quand il joue à un jeu comme ça, à interaction géographique, et qui doit gérer, plus particulièrement que dans les autres jeux, ses relations de voisinage direct? Alors, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que la notion de voisin, c'est souvent une figure péjorative dans l'inconscient collectif. C'est quelqu'un dont il faudrait se méfier, ou à défaut, c'est une relation à minima à préserver pour se protéger. Le voisin, parce qu'il est près de nous, qu'il peut interagir plus facilement avec nous, est potentiellement donc soit nuisible, soit utile. Et ça, on le retrouve complètement dans les jeux. Même ceux qui n'ont pas une interaction géographique, il y a toujours quelque chose lié à l'ordre du tour qui fait qu'on a une relation particulière avec nos voisins de table dans le jeu. Oui. Donc cette représentation plutôt péjorative, elle est globalement contredite par les discours plus positifs qui ont été recueillis lors des études sur le sujet. Par exemple, Denis Martouzet a fait des études où il a recueilli les propos, des interviews de gens sur les relations de voisinage, et en fait, c'est beaucoup plus positif que ce qu'on pourrait penser. Il y a quand même pas mal de proverbes qui entretiennent cette idéologie que le voisin serait potentiellement nuisible. Un voisin vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, il y a par exemple choisir ses voisins est plus important que de choisir sa maison. C'est vrai. Quand le feu est à la maison de ton voisin, porte-l'eau à la tienne. C'est-à-dire, voilà, quand c'est le bazar à côté, c'est que ça va pas tarder à te tomber dessus. Oui. Une haie entre voisins préserve l'amitié. Donc l'idée que voilà, faut aussi trouver une juste distance avec son voisin de table. Que Dieu nous garde des mauvais voisins et du violoniste débutant. Donc c'est mis sur le même plan. Vaut mieux le débutant à Seven Wonders, il fait moins de bruit. Voilà, exactement, il est plus agréable. Les pommes du voisin sont les meilleures. Il y a aussi cette idée de convoitise, de jalousie. L'herbe qui est plus verte, tout ça. Voilà. Et un mauvais voisin est une calamité, un bon voisin est un vrai trésor, reflète très bien cette ambiguïté, cette ambivalence, voire cette dichotomie entre ressources et potentiellement adversaire que représente le voisin. Dans les films ou les fictions, les voisins, eux, c'est souvent des caricatures en fait, des personnages principaux. Parfois, ils vont subir un peu les frasques des personnages dont on suit l'histoire, et parfois, c'est à l'inverse des oppresseurs ou des moralisateurs qui surveillent ce que font les personnages principaux. Donc ça, on le retrouve par exemple dans les jeux, notamment Seven Wonders et le Uno. Le voisin, donc on le retrouve bien parfois comme une menace, parfois un partenaire de jeu privilégié. Et quand les jeux permettent une interaction avec eux plutôt qu'avec les autres, soit parce que le placement autour de la table veut, soit aussi des fois les voisins, ça peut être les voisins au sens de ceux qui sont à côté sur le plateau pour les jeux de territoire par exemple. Il s'agit alors assez vite de savoir la tournure que va prendre cette relation de voisinage. Car passer trop d'énergie à lutter contre son voisin, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, va avantager les adversaires plus lointains au détriment des deux qui vont s'entretuer, entre guillemets. Donc, une stratégie parfois payante est que deux voisins fassent alliance, deux voisins directs, pour mieux s'opposer chacun à leur autre voisin respectif. Donc, on pourrait dire que c'est des fois difficile de faire alliance avec ses voisins de gauche ou de droite, et que pour faire alliance avec celui de gauche, il va falloir promettre des choses contre celui de droite, ou vice-versa. Très bien. Donc sur quoi reposent les bases de coopération initiale dans un jeu compétitif? Qu'est-ce qui va pousser des voisins? Parce que dans Seven Wonders, dans le Uno, on va se dire j'ai intérêt à avoir des relations positives avec mes voisins. Oui. Mais c'est un jeu compétitif. On ne peut pas gagner ensemble. Si on était, comme dans la vraie vie, entre guillemets, avec la possibilité de collaborer parce qu'on n'est pas d'emblée mis par la vie en concurrence, ça pourrait fonctionner. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de relations de voisinage partent plus sur la coopération que le conflit, si on fait des stats. Dans les jeux, là, le jeu pose comme principe de base, il n'y aura qu'un vainqueur. On ne peut pas faire alliance avec son voisin au sens qu'on va gagner tous les deux. Donc, sur quoi va reposer le fait qu'on va malgré tout coopérer un petit peu dans ce jeu compétitif? Donc, il y a Robert Putnam, un politologue américain, qui a travaillé sur lui une notion de capital social. Bon, en très très gros, pour pas rentrer dans le détail, il a essayé de mesurer la propension d'un groupe social donné à favoriser la coopération, la participation aux efforts collectifs et à des échanges vertueux. Selon lui, la coopération volontaire dans l'action collective, donc le fait de participer aux efforts des autres, est plus facile dans une communauté, dans un petit groupe qui a hérité d'un stock substantiel de capital social sous la forme de normes de réciprocité et de réseaux d'engagement civique. Dans un contexte de proximité, les relations reposent fondamentalement sur la confiance personnelle qu'on peut avoir les uns dans les autres. Et dans un environnement plus large, plus complexe, il ne suffit pas d'avoir une confiance personnelle dans les joueurs,
et dans les gens autour de nous en tant que voisins, il va y avoir une confiance de base sur le fait que la société est plus ou moins collaborative ou pas. Voilà. Donc c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, arrivé à une table où vous imaginez que c'est une association, un club de jeux de société, vous allez imaginer sans doute une ambiance assez collaborative et vous allez d'emblée peut-être être plus enclin à faire des alliances avec vos voisins, à soigner vos relations de voisinage. Si vous arrivez dans un tournoi, vous allez vous dire peut-être que là le capital d'entraide du groupe est un petit peu moins bon. C'est ça. Parce que vraiment chacun veut arriver au bout. Et donc là, même si vous jouez au même jeu, par exemple Seven Wonders dans un tournoi, vous n'allez pas faire confiance à votre voisin, même si en soi ce serait une bonne stratégie d'essayer de s'allier avec eux. C'est vrai, ça fait penser à deux choses. À la fac de médecine, en fait, souvent il y a même des faux cours qui circulent. Pour planter des gens. Et par contre en vélo au Tour de France, en fait, quand ils partent en échappée, souvent ils sont pas de la même équipe, mais ils ont intérêt à s'entraider. S'ils s'entraident pas, l'échappée se fait rattraper. C'est ça. Mais des fois ils peuvent refuser stratégiquement, l'autre refuse de prendre leur lait parce que ils sont pas dans la même équipe. Et donc en fait lui il a analysé également comment en fait la confiance personnelle peut se diffuser dans la confiance sociale plus large du groupe. Et donc dans un jeu de société, qu'est-ce qui va faire aussi que les joueurs ont une tendance plus ou moins forte à finalement coopérer dans un jeu compétitif, ou en tout cas à s'entendre dans un jeu compétitif? C'est un peu comme dans les sociétés, c'est-à-dire c'est les réseaux d'engagement et de réciprocité, les normes qu'on va donner de réciprocité et d'engagement qui vont favoriser ça. Par exemple, des jeux compétitifs où il y a des choses en commun à faire, parfois il y a des jeux qui vont introduire une notion de on a une tâche commune à réaliser, etc., vont favoriser ça. Et puis également, la réciprocité que le jeu permet va donner ça. C'est-à-dire qu'à Seven Wonders, c'est planifié que le sens des cartes va tourner à un moment. Donc on sait que si mon voisin de droite me fait un cadeau, lui il sait que je vais pouvoir lui rendre par la suite. Et oui. Voilà. Donc si le jeu ne permettait pas ça, on aurait beaucoup moins de relations d'entraide qui se mettent en place. Au Uno, la carte reverse, elle est là pour ça aussi. Oui. Sinon, on ferait que se poutrer tout le temps. Là, il peut parfois y avoir des alliances de dire « Attends, je te mets pas le +2, tu changeras le sens tout à l'heure et je le mettrai à mon voisin de droite. » Attends, il y a lui, il va finir. Je mets le reverse et tu mets le +2. Quoi. Exactement. Mais ça, c'est possible par le game design, par les normes du jeu qui permettent cette réciprocité. Si le jeu ne permet pas qu'on se rende des services, on ne peut pas s'échanger de ressources, on ne peut pas commercer, alors finalement l'interaction avec les voisins va d'emblée pouvoir partir sur de la compétition. Ok. La base de la coopération et d'hostilité entre voisins dépend donc du groupe de joueurs en eux-mêmes. Si c'est des amis où vous savez, vous les connaissez, vous allez assez vite estimer est-ce qu'on va se faire des crasses ou pas. Et puis par les règles du jeu en elles-mêmes. Également, ce sentiment que ça peut créer chez soi, cette relation de voisinage, elle va être également un des atouts majeurs des jeux à interaction limitée à certains joueurs autour de la table. Alors, pourquoi finalement ces jeux sont aussi des jeux à succès? C'est que le fait de ne pas pouvoir interagir avec tout le monde, c'est exactement ce que Antoine Bauza disait tout à l'heure dans l'interview, c'est une simplification cognitive. Oui. C'est-à-dire que si on devait gérer 5 ou 6 autres joueurs à observer, à regarder ce qu'ils font, parce qu'on peut potentiellement leur laisser ou pas des cartes, ce serait très compliqué. On aurait pu mettre un draft avec des cartes au milieu, chacun son tour prend. Là, c'est un peu différent. Il a mis les cartes dans la main des joueurs à Seven Wonders et on n'a que, entre guillemets, au début, à se préoccuper de ses voisins de gauche et de droite. Et en ça, c'est une formidable simplification cognitive qui donne une sensation de fluidité au jeu. Parce qu'à la fois, on va quand même se préoccuper de ce que font les autres, mais pas tout le monde. Sinon, sur un jeu comme ça, qui joue à 7, s'il fallait analyser ce que vont faire les 6 autres, ce serait interminable. Voilà. Donc, dans Seven Wonders, ça, c'est vraiment un gros point fort. Au Uno, à l'inverse, chacun joue à tour de rôle. Donc, la charge cognitive globale du jeu, elle est très faible. Donc là, cette limitation de l'interaction est plutôt source de frustration. On est parfois plutôt frustré qu'on ne peut pas interagir avec celui d'en face parce que de toute façon, on n'est pas saturé au niveau cognitif. Alors qu'au Seven Wonders, des fois on se dit « Ah ouais, celui d'en face, peut-être faut pas que je lui laisse telle carte et tout, mais il y a 3 autres joueurs qui jouent avant, est-ce qu'eux vont vouloir prendre ?» Donc on est moins frustré par ce côté « Je peux pas interagir avec celui d'en face parce que finalement ça nous soulage cognitivement. » Alors qu'au Uno, c'est complètement l'inverse, c'est frustrant de ne pas pouvoir interagir plus avec ses voisins. Et puis, moi, j'ai fini à peu près pour l'instant psychologique, mais je crois que toi, tu avais un petit ajout. Maintenant, c'est l'instant P bis, c'est la rubrique dissidente de l'instant P. Oui, voilà, on a parlé un petit peu des ressorts psychologiques individuels dans les jeux avec un voisinage à géométrie variable. Et toi, tu voulais faire un rajout, donc on va faire une mini-rubrique dans la rubrique, l'instant P bis. C'est ça. C'est quoi ton métier exactement? T'es quoi? T'es médecin? Psychiatre? Nom d'une choucroute. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Je travaille sur l'effet du réflexe conditionné au châtiment dans la perception extrasensorielle. Médicaments, s'il vous plaît, c'est l'heure des médicaments.
l'instant P-bis. J'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons un peu d'Ernest Hemingway. C'est l'instant minute littéraire, un livre, un fauteuil. Vous le savez sans doute, Ernest Hemingway, c'est pas l'auteur de Flip 7 et encore moins du Sky Joe. Ernest Hemingway, c'est un romancier américain qui a vécu au début du XXe siècle. Alors, est-ce qu'il aurait aimé jouer à Seven Wonders ? Personne ne le saura. Non. Mais parmi ces nombreuses citations, il y en a une qui a attiré mon attention. J'ai appris à ne jamais tarir le puits de mon inspiration, à toujours m'arrêter quand il restait un peu d'eau au fond et à laisser sa source la remplir pendant la nuit. En fait, Ernest Hemingway, il avait une technique bien à lui pour garder la motivation d'écrire jour après jour, donc l'envie de recommencer à écrire. Lorsqu'il avait assez écrit pour la journée, il s'arrêtait volontairement en plein milieu d'une phrase qu'il savait pouvoir terminer. Et puis après, il allait boire de l'alcool et écouter du jazz toute la nuit. Dit autrement, et toujours selon une autre citation de ce bon vieux Ernest, on écrit jusqu'à ce qu'on ait encore de l'énergie, qu'on sache ce qui va se passer ensuite, puis on s'arrête et on essaie de survivre jusqu'au lendemain. Et après, on va boire et on va écouter du jazz. Le fait de laisser son travail en suspens, le fait de ne pas l'avoir clôturé le chapitre en cours ou de ne pas avoir terminé sa phrase, oblige le cerveau à y repenser sans cesse. En fait, le dossier il reste ouvert et le cerveau il y repense. Un peu comme quand vous partez un peu vite de chez vous et que vous ne savez plus si vous avez fermé le gaz. D'ailleurs, est-ce que vous avez bien fermé le gaz ce matin en partant ? Ah mince. Et voilà. Donc le cerveau adore en fait quand une tâche est terminée, ça le remplit de joie et de satisfaction. C'est pour ça que quand on interrompt une tâche facile, le cerveau va être ultra motivé pour la terminer, pour avoir son petit shoot de bien-être. Et donc cet effet, ça porte un nom, c'est l'effet Zeigarnik, du nom de la psychologue soviétique Byjouma Zeigarnik, qui l'a théorisé dans les années 20. Et ça, c'est un truc dont on avait déjà parlé au moment de l'épisode 3 du Yams au château de Bourgogne. Tout à fait. En fait, c'est un effet qu'on a invoqué à ce moment-là pour expliquer pourquoi on préfère aller au bout de nos chances dans un jeu de stop ou encore, plutôt que de tout perdre. Mais c'est plutôt pour la satisfaction d'avoir tout utilisé. En effet, il y a des expériences qui montrent, comme tu l'as souligné, que l'intuition qu'avait eue cet auteur, elle est confirmée par la science expérimentale, qui montre qu'on mémorise mieux des tâches non accomplies que des tâches accomplies. Oui. Donc en fait, il y avait des participants à l'expérience à qui on donnait un nombre de tâches à faire, plus d'une vingtaine, ils ne pouvaient pas tous se souvenir, et ensuite on leur demandait de se rappeler les tâches qu'ils avaient à faire. Et eux, ils ont plutôt eu tendance à se rappeler ceux qu'ils n'avaient pas terminés que ceux qu'ils avaient terminés. Au niveau neuroscientifique, ça pourrait rejoindre aussi des théories sur la mémoire prospective et la charge mentale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est adaptatif de maintenir en mémoire les choses que l'on doit terminer. C'est pour ça que le cerveau aurait cette manière de fonctionner. Parce que quand c'est terminé, il n'y a plus d'avantage évolutif à s'en souvenir. Et donc ça, c'est un levier qui est très utilisé, notamment dans les séries, pour donner envie de voir le prochain épisode. Souvent, ça s'arrête en plein milieu d'une action non terminée qui nous coupe en plein milieu de l'intrigue. Et du coup, ça va nous donner envie de regarder la suite. Oui. Alors dans les jeux, ça va être un petit peu frustrant, cette sensation de ne pas avoir terminé. Elle peut parfois aussi donner l'envie de refaire une partie. C'est ça. Et du coup, on s'est penché là-dessus parce que pour le Seven Wonders notamment, toi Julien, tu trouvais que justement, il y avait cet effet Zeigarnik, mais dans quel sens ? Alors moi, c'était plutôt à la fin. En fait, une partie de Seven Wonders, je suis toujours hyper satisfait de la fin de Seven Wonders. À la fin, on a une jolie cité. En fait, on a joué toutes nos cartes qui étaient jouées, on a tout posé. Et en fait, des jeux comme ça où on est hyper satisfait à la fin, il n'y en a pas tant que ça. Il y a un petit peu King Domino qu'on a évoqué avec Bruno Catala. Parce que Carcassonne, par exemple, c'est le contre-exemple pour moi d'effet Zeigarnik. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a plein de châteaux entamés, il y a des chapelles qui ne sont pas parfaitement entourées, il y a des routes qui vont nulle part. Bref, c'est la chienlit, la pagaille, le chaos. Moi, ça ne me va pas du tout. Et Ark Nova, c'est pareil. Il y a combien de parties on a terminé où il n'y a pas d'enclos sur tous les emplacements du zoo ? Combien d'enclos qui sont pas, où il n'y a pas d'animaux dedans, enfin c'est ni fait ni à faire. Après Seven Wonders, on peut des fois ne pas avoir terminé sa merveille. C'est vrai, ça peut arriver. Mais globalement, c'est assez fréquent de la terminer et on peut un petit peu jouer tous les axes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sacrifier complètement, de dire je ne ferai aucune verte. On peut très bien faire une verte de chaque ou juste un double. Exactement. Ça donne quand même la sensation d'avoir terminé quelque chose. Et même Seven Wonders Architect, qui est une version un petit peu plus accessible de Seven Wonders, je trouve qu'elle n'est pas satisfaisante à la fin parce que vu que le tour s'arrête de façon un peu brutale, on peut avoir des trucs en cours qu'on n'a pas fini. Voilà, et certains joueurs vont à l'inverse aimer des jeux qui ont cet effet Zeigarnik inversé parce que ça va leur donner envie de recommencer, d'y revenir pour aller un peu plus loin et aller un peu plus de manière complète jusqu'aux possibilités du jeu. Et j'ai pu échanger sur le sujet avec Bruno Catala hier où je mélangeais un petit peu le côté frustration et satisfaction et il m'a remis un peu les idées au clair. Donc on écoute Bruno Catala qui remet un peu les pendules à l'heure. Pour moi, la frustration, c'est un des moteurs principaux du jeu. Tu confonds le cours de la partie et la fin de la partie. Okay. Pendant le cours de la partie, en fait, dans un jeu comme Seven Wonders, ta frustration, elle est permanente. Puisque de toute façon, tu as des cartes en main,
et tu dois en choisir une. Mais tu peux en choisir qu'une. Et les autres, tu vas être obligé de les donner. Alors si ça, c'est pas de la putain de frustration, tu m'expliques ce que c'est. Donc la frustration, elle est permanente dans tous Seven Wonders, et ce qui fait que du coup, tu as envie d'y retourner, parce que la prochaine fois, tu te dis, mais j'aurais pas dû garder celle-là, et etc., etc. Et à la fin, donc là, ça n'a plus rien à voir avec la frustration, à la fin, tu as construit quelque chose. Et donc, tu peux être content de ce que tu as construit. Quel que soit le résultat. Et dans tous les jeux où tu construis quelque chose, tu peux avoir ce sentiment de satisfaction. Et là, on parle plus de la frustration, on passe de satisfaction, on va parler de complétion, etc. Et c'est vrai dans énormément de jeux. Mais dans Carcassonne, les châteaux ne sont pas finis à la fin de la partie. Oui, mais dans Carcassonne, il y a tous ceux que tu as fini pendant la partie, il y a toutes les routes que tu as finies. Et donc, en fin de compte, tu as des moments de satisfaction à l'intérieur de la partie, petit à petit, etc. Dans un jeu comme King Domino, tu as la frustration de ne pas forcément accéder au domino que tu veux, mais à la fin, tu as la satisfaction d'avoir construit un domaine qui, même s'il ne gagne pas, peut être joli. Et ceux où tu construis quelque chose à la fin, bah même si tu as fait le truc le pire de la table, entre guillemets en termes de score, bah tu peux être content de ce que tu as fait parce que tu as eu plaisir à le faire et puis parce que c'est joli sur la table, quoi. Frustration, satisfaction. C'est deux choses qui sont complémentaires mais qui ne sont pas au même stade dans la partie. Et tu peux avoir des moments de satisfaction, des étapes pendant la partie et la satisfaction finale, qui n'est pas simplement j'ai gagné, c'est j'ai construit quelque chose. Frosted Booms, tu fais ton domaine. Et à un moment donné, bah, tu as fait ton truc avec tes moulins, tes machins trucs, etc. Et donc du coup, à un moment donné, bah oui, c'est joli ce que tu as fait. Et tu peux être satisfait de ça, même si tu n'as pas gagné. Ah bah, de toute façon, pour moi, la frustration, elle est essentielle. Et puis avoir des moments de satisfaction dans la partie, bien évidemment. Enfin, sinon, autrement, tu joues pas, quoi. Si tu es que frustré, ça va pas. J'aime bien toujours confronter le joueur à des choix simples. Si à ton tour, tu peux faire A ou B, mais en fait, tu as toujours envie de faire A et B. Donc en même temps, je te mets toujours dans un dilemme qui fait que bah, tu vas vivre une émotion. Comme on dit souvent, il y en a beaucoup qui disent choisir, c'est renoncer. Et moi, je dis souvent choisir, c'est se tromper. Donc voilà, c'était Bruno Catala qui nous expliquait. L'effet Zeigarnik, c'est pas une question de frustration de ne pas avoir fini. En fait, c'est juste le fait que la tâche est finie ou elle n'est pas finie. Mais après, en fait, c'est finalement... Il y a une part de subjectivité dans ce qu'on va considérer comme fini ou pas. C'est ce qu'il me disait, alors je l'ai pas gardé au montage, mais il me dit ça dépend un peu des joueurs. Et moi, il y a plein de trucs que j'aime pas fini, mais ça dépend de son caractère. Carcassonne, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Oui, mais bien peut-être pour certains, en fait, c'est très bien comme ça. C'est ça. Il y en a qui vont considérer quelque chose comme fini et d'autres non. C'est-à-dire que voilà, la merveille à Seven Wonders, peut-être que si elle n'est pas finie, il y en a, ça va les bloquer. Alors que certains, ils vont avoir l'impression d'avoir fini, dans le sens, ils ont fini d'aboutir leur stratégie parce qu'ils ont dit je prends une stratégie ou je vais pas au bout de la merveille. Voilà. Mais du coup, c'est effectivement des termes qui sont assez proches, parfois mélangés. Mais du coup, l'effet Zeigarnik, je pense que quand même dans Seven Wonders, c'est un jeu qui reste quand même plutôt ouvert sur la possibilité d'aller un peu sur toutes les stratégies et qui a plutôt un effet Zeigarnik qui va jouer dans le sens de on trouvera plus facilement un ou quelques motifs de satisfaction, d'avoir eu l'impression d'aller au bout au moins sur une voie. Il y a une conclusion en fait. Voilà. Il y a de la frustration tout le temps et à la fin il y a une conclusion et ça fait du bien à la tête. Là où certains effets de jeu où il y a des fins brutales de partie qui arrêtent tout de suite, créent un peu plus de sentiment qu'on n'a pas accompli tout à fait ça. On les avait dit dans les jeux de course par exemple comme Ark Nova ou dans Sight finalement. Là on va avoir une fin qui arrive de manière brutale quand un joueur remplit une condition et ça peut laisser un sentiment d'inachevé complet. Voilà, d'inachevé. Alors même quand t'es premier. Voilà, qui est frustrant, mais dans une autre manière de le dire que on devrait dire en fait c'est plutôt inachevé que frustrant. C'est ça. Donc pour combler votre cerveau de bien-être, les ludologues vous recommandent 3 doses quotidiennes de Seven Wonders en spray ou suppositoire effervescent. Et pour en revenir à Ernest Hemingway, pour terminer cet instant P, je vous recommande de lire son roman Le vieil homme et... On va passer maintenant à la rubrique des souvenirs ludiques qu'on appelle la Madeleine. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une Madeleine. Moi, c'est un souvenir que j'ai d'une partie de Seven Wonders. Alors, j'étais plutôt débutant, je pense, à cette époque-là. Et je jouais entre Julos et Did, qui font partie de l'organisation de festival Place aux Jeux. Et ils s'étaient mis chacun d'un côté. J'avais Julos à droite, Did à gauche, ou l'inverse, enfin, peu importe. Et ces deux enfoirés, en fait, ils se sont débrouillés dans les drafts. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas trop pris de bois au début. Et après, ils se sont débrouillés pour pas me laisser de bois, que j'en prenne pas. Et ils se sont débrouillés pour pas en prendre eux aussi. C'est-à-dire que je me suis retrouvé... T'as pas pu profiter de l'effet de voisin riche en bois. Et ben c'est ça, c'est-à-dire que je suis arrivé au 3e âge, ils m'ont dit t'as pas oublié un truc?
Et en fait, j'avais pas de bois et je pouvais pas en acheter chez eux. Mais eux pouvaient en acheter vers leurs voisins respectifs. Évidemment, il avait une carte jaune qui permet d'avoir accès. Et en fait, le troisième âge a été un enfer absolu parce qu'en fait, quasiment toutes les cartes ont besoin de bois. C'est très très rare les cartes qui n'ont pas de bois. Donc j'ai passé le troisième âge à défausser tout le temps. Et donc maintenant, en fait, à chaque fois que je joue à Seven Wonders, je repense toujours à ça. Et je suis toujours vigilant à voir est-ce que j'ai bien accès à toutes les ressources. Voilà, ça m'a servi de leçon. Mais je pense que c'était prémédité en plus, ces deux enfoirés qu'on salue et qui font partie de l'organisation de Place au Jeu. Merci à eux, à la fois pour le Place au Jeu et pour t'avoir fait vivre cette partie. C'est ça. On a posé la question à Antoine Boza de sa Madeleine ludique. Pas forcément de Seven Wonders, c'était au choix. C'est ça. Donc il nous a parlé d'une anecdote liée un petit peu à Grenoble. Je reviens à Grenoble en 2003 et du coup je me retrouve à faire des soirées jeux et je découvre les jeux à ce moment-là et je découvre un jeu que je connaissais pas qui est excellent, qui est Ciao Ciao d'Alex Randolph, qui est vraiment un des jeux de bluff ultime. Et c'est un jeu dans lequel tu as un dé, je sais pas si tu as déjà joué, tu as un dé qui a 1, 2, 3, 4, croix, et tu le lances dans un récipient opaque. Fait que tu le lances, moi je regarde la valeur et tu dois avancer sur une piste. Et du coup tu peux mentir bien sûr. Et si tu as une croix, donc une chance sur 3, tu es obligé de mentir. Et les autres peuvent dire bah non, jamais tu as fait un 4 et tout quoi. Et on était tellement fatigués, on a tellement joué à jeu qu'à la fin de la soirée on a plusieurs fois annoncé 5, ce qui n'est pas possible dans le dé. Et je pense même une fois c'est passé tellement on jouait, toi je te raconte des fins de soirée où c'était 2h du matin, on était beaucoup trop fatigués quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que Ciao Ciao, Alex Randolph, c'est vraiment un super jeu de bluff. Si t'aimes le jeu de bluff, c'est un des meilleurs. T'as déjà joué toi, Ciao Ciao? Non, je connais pas. Moi ça m'a donné très envie. J'ai envie de tester. Quand Antoine Boza te conseille un jeu, t'as envie d'essayer en général. Exactement. Et toi, c'est quoi ton souvenir? Moi alors j'en ai choisi un sur le Uno pour compléter un petit peu. Le Uno, alors, c'est un jeu, j'ai pas. Tu me demandais tout à l'heure, est-ce que tu te souviens des parties de Uno? Et pour moi, les parties de Uno, c'est vraiment un jeu d'attente. C'est un tu l'ennuie. C'est pour ça qu'il faut mettre la règle d'interception. Ouais, ça peut peut-être créer des souvenirs parce que sinon je m'en rappelle pas de mes parties. Tu subis. De Uno. Moi je trouve sans cette règle d'interception, tu subis. Voilà. Alors que là, tu es obligé d'être attentif tout le temps et ça change le jeu. Par contre, c'est un jeu que j'ai pas foncièrement envie d'aimer. Je prends pas plaisir parce que ça a joué, mais en fait, c'est pas non plus si désagréable à jouer. Je suis très ambivalent par rapport à ce jeu-là. Le Uno Flip, on me l'a offert, le Uno Flip, et ça a été le jeu de l'année pendant 1 an ou 2. En fait, les enfants veulent jouer qu'à ça et ça marche très bien avec tout le monde. Oui, en fait, c'est comme certains produits très commerciaux que tu te dis, j'ai pas envie d'aimer ça parce que idéologiquement, tu te dis, mince, il y a beaucoup mieux, il y a des trucs faits main, des petits artisans, bio, tout ça. C'est efficace. Mais c'est efficace, donc voilà. Et par contre, ce qui est intéressant avec le Uno, c'est que c'est un jeu que j'ai énormément détourné dans mon travail. Parce qu'en fait, le fait qu'il a des couleurs très simples, des chiffres qui vont de 1 à 1 9, en fait, on peut inventer plein de règles, plein d'exercices cognitifs avec, que ça soit du classement, je travaille avec certains enfants sur du classement, pour travailler les catégorisations, les couleurs, les suites. On peut faire des jeux de calcul. Enfin, en fait, le matériel en soi est hyper utile pour créer tout un tas de supports de rééducation que j'utilise donc dans mon travail. Et là, pour le coup, j'ai plus de souvenirs de comment je l'ai utilisé dans mon travail que de parties que j'aurais réellement vécues. Donc voilà, c'était ça pour ma petite Madeleine entre guillemets du coup autour du Uno. Et on a également interrogé Bruno Catala, voilà, qui était sur le salon, dont Bruno Catala qui nous a livré son anecdote ludique qui était voilà, plutôt une anecdote liée à sa jeunesse. C'était chouette. Alors mon souvenir ludique, il est lié à Fief. Donc Fief, c'est pas un jeu qui date d'hier, voilà, mais c'est un des tout premiers jeux que j'ai acheté à une période où je savais encore pas, j'avais l'envie, mais je savais pas encore qu'un jour je ferais des jeux. Ouais. Et c'est un jeu, pour ceux qui écoutent et qui n'ont jamais joué, dans lequel il y a une phase de négociation, hors table. Et donc on peut aller hors table, se promettre des choses. Du coup, à l'abri des oreilles des autres. À l'abri des oreilles, on peut faire des alliances, etc. Et il est fortement écrit dans la règle qu'on n'est jamais obligé de tenir ses promesses. Et ça, quand j'ai lu la règle de ce jeu-là, je me suis dit, ce jeu-là, il est pour moi. Donc du coup, on fait une partie à une époque où j'ai des cheveux, où je suis étudiant, ici à Grenoble d'ailleurs. Et la partie avance et je fais une promesse, mais vraiment d'alliance solide à une copine. Et évidemment, je la trahis parce que ça me fait gagner la partie. Et là, elle en est restée ébahie à un stade qu'elle ne pensait pas que c'était humainement possible de faire ça. Elle l'a vécu, mais réellement, et c'était pas parce qu'elle avait perdu la partie, c'est la trahison en elle-même l'a marqué profondément. Et en fait, ça pourrait être anecdotique, mais là où c'est rigolo, c'est que plusieurs mois plus tard, on est à Lyon, chez d'autres amis, voilà, et on est initié pour la première fois à Donjons et Dragons, donc ma première partie de jeu de rôle, donc toi j'ai une vingtaine d'années, etc. D'abord, on commence à passer peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à créer nos personnages, donc le truc qui n'est pas le plus fun du monde.
Et enfin, on démarre la partie. Donc le maître de jeu nous dit, vous êtes dans une auberge, blablabla, blablabla. Ok, on récupère une mission, on part à l'aventure. Ça fait, 20 minutes qu'on joue à peine. On a fait 1h30 de création de personnages. On est encore au début de la soirée. On arrive devant un puits. Je dis au maître de jeu, je regarde dans le puits. Elle dit, je le pousse. Et je meurs. Voilà. Mais je lui dis, mais pourquoi ? Mais elle me dit, tu te rappelles, Fief ? Voilà. Et donc moi, j'ai passé tout le reste de la nuit à les regarder jouer. Parce qu'à l'époque, aujourd'hui, aucun maître de jeu ferait ça, je veux dire. Mais voilà, le gars, il a appliqué les trucs à la lettre et ainsi de suite. Et moi, ma première partie de jeu de rôle, j'ai regardé tous mes copains jouer et moi, j'étais mort. Comme quoi, le jeu doit être générateur d'émotions. Et c'est ça qui compte avant tout, et pas les mécaniques, les trucs, etc. C'est qu'est-ce que je vis quand je joue à une partie. Et en fait, c'est là que ça devient bien. Et quand on joue à Seven Wonders, on vit des émotions. Et à la fin, on est satisfait. Et voilà la conclusion de Monsieur Catala. Ouais, elle est très très chouette. Ça montre aussi à quel point... Que c'est dangereux de se pencher au bord d'un puits. déjà. Et puis que en fait, c'est vraiment un vecteur d'émotions et de relations. On se parlait tout à l'heure du capital social du groupe et de savoir à côté de qui on se met. Et finalement, avec qui on voit bien qu'il peut y avoir des interactions qui se poursuivent au-delà d'une seule partie. Je trouve que connaître les gens, c'est un petit avantage effectivement quand on fait une partie, de savoir un peu leur psychologie. Tout à fait. Ça aide. Mais ça peut rendre aussi certains trucs injouables, quoi. Oui, parce que là, du coup, la vengeance était gratuite et lui a privé d'une nuit de participation au jeu de rôle. Puis alors, une fois équipé de ton petit sac à dos, tel Dora l'explorateur. C'est vrai. Dorian l'explorateur. Du coup, tu es allé à la rencontre d'autres auteurs qui étaient présents sur le festival. Et donc, tu as recueilli 2 autres madeleines assez sympathiques. J'ai pu recueillir celle de Florent Toscano, qui est auteur-éditeur des jeux Hopla, qui est lyonnais, donc un petit peu voisin, et qui passe à ce moment-là d'ailleurs, et on le salue, pour diffuser sa madeleine en fait, qui a été en lien avec le jeu Cosmopolite. Un jour, on reçoit un mail, une nana qui nous raconte une histoire. On a passé une soirée à jouer à Cosmopolite avec un autre couple. Et elle était enceinte. Et on s'est marré toute la soirée. C'est une soirée de fou rire, machin. Et en fait, plus tard dans la nuit, elle nous envoie un message pour nous dire je suis en train de perdre les os, alors qu'il m'emmène vite à l'hôpital, machin. Et le bébé est né, et alors je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle nous dit pour nous, ça restera le bébé Cosmopolite, qui est né grâce aux contractions qui ont été lancées à cause de nos fous rires de Cosmopolite et tout ça. Et c'est magique en fait. Et du coup, on lui a envoyé une boîte qu'on a dédicacée tous les 3. Stéphane Escapal, l'illustrateur, a fait un super dessin, et Julien et moi, on a écrit un petit mot pour le bébé Cosmopolite. Mais des anecdotes comme ça, on en a plein. Et ça, c'est super mignon en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment à quel point le jeu, c'est au-delà du jeu, c'est aussi ce qui se passe autour. Et on parle de cette notion de voisin dans l'épisode. Et là, on voit bien que les gens avec qui on joue, ils font partie intégrante du jeu au travers de ces madeleines. On a le bébé crêpe, en fait. On a des amis qui étaient venus récupérer leur fille, on mangeait des crêpes. Et en fait, ils ont récupéré leur fille, et dans la nuit, leur deuxième enfant est né. Ah oui. Donc ils se souviennent des crêpes en fait juste avant l'accouchement. C'est bébé crêpes. Et voilà. Et donc quand on interviewe des auteurs de jeux, c'est des bébés jeux. C'est ça. Et on a un autre témoignage, tu disais effectivement là. Oui. Donc le jeu Cosmopolite, c'est un jeu de Julien Protière, qui est un auteur de jeu et qui est aussi un régional de l'Étape, puisque lui il est de Romans sur Isère, c'est la Drôme, c'est juste de l'autre côté des montagnes. Et il nous a partagé aussi un autre souvenir ludique. C'est aussi l'auteur de Take Time. Oui. Qui est un peu à la mode en ce moment, en 2026. Est beaucoup plus récent, effectivement. Mon plus grand souvenir de jeu, c'est une partie de loup-garou. Je peux le dire précisément, c'était il y a bientôt 14 ans. Parce qu'en fait, ma femme était enceinte de ma fille de 9 mois. Le 1er mai, c'est la fête chez mes parents, chaque année. Et là, on était le 29 avril. Et on y va, du coup. Et malgré les 9 mois, on y va quand même. Alors que c'est à 2 heures de route, mais on est assez confiants. Et puis, c'est notre 3e enfant. Et elle accouche à domicile, donc on a prévu le truc, voilà. Bref. La personne qui nous suit nous dit « Ok, allez-y, il n'y a pas de problème ». On y va. Début de soirée, ça se passe très bien, en famille et tout. Moi, je m'entends plutôt bien avec ma famille. Et puis, ma femme, un peu fatiguée, va se coucher. Elle ne se sent pas en grande forme. Et là, il y a mon voisin, qui se trouve être... le voisin de mes parents, qui se trouve être un peu comme mon deuxième papa, parce que c'est des familles qui sont très proches. Et il est dans une grande forme, alors que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours de grande humeur. Et là, il est dans une grande forme et on joue à loup-garou et c'est moi qui anime le jeu pendant 3 heures. Et ce gars-là, quand il est de bonne humeur, c'est excellentissime et on passe des moments de rigolade incroyables autour du jeu. Et au moment où on arrête, ça faisait 3 heures qu'on était dessus, ma femme descend et dit « j'ai perdu les os, là, il faut qu'on y aille ».
Là, du coup, bon, le bas de combat, les gens paniquent un peu pour nous, alors que nous, on est assez tranquille. Bon, on se met en route, quoi, quand même. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Et là, pour l'anecdote finale, c'est que c'était la dernière fois que je voyais ce monsieur, parce qu'en fait, ce monsieur est décédé quelques mois plus tard. Donc mon dernier, en fait, c'était une des parties incroyables pendant 3 heures, juste avant la naissance de ma fille, donc juste avant un des plus grands événements de ma vie. Et la dernière fois que je vois un peu comme mon deuxième papa qui décède quelques mois plus tard. Donc voilà pourquoi ce jeu-là, voilà, l'ascenseur émotionnel. Eh ben, encore un super extrait que tu as pu recueillir, Julien, très, très émouvant. Bon, globalement, les gens voulaient pas trop. Ils m'ont tous dit, on a enregistré ça hier, ils m'ont tous dit, je te donnerai une anecdote demain, j'y réfléchis dans la nuit. Ouais. J'y crois pas. Non, mais vraiment, il y a cette dernière Madeleine, elle est touchante parce que on voit effectivement toutes les émotions qui reviennent au travers des parties et de ce qu'on peut vivre avec des gens. Et là, en plus, un voisin. La boucle est bouclée. Exactement, au travers des jeux et qui laisse des souvenirs indélébiles. Allez, on va enchaîner maintenant avec notre dernière rubrique de l'émission pour conclure, l'atelier MacGyver. Le fil vert sur le bouton vert. Et j'appuie sur le bouton rouge. Je pétris le tout avec les mains, là, comme dans les campagnes d'Alta, là, comme ceci. Si seulement j'avais un marteau. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi, j'y arrive. Justement, on était à l'instant avec ces souvenirs, l'idée que voilà, c'est une pratique très finalement sociale, groupale, etc. les jeux, et on s'est demandé c'est quoi le meilleur support sur lequel jouer, parce que bon là c'est des jeux qui nécessitent quand même un support, donc on imagine que le Uno dans le salon de coiffure ça devait être sur des petites tables basses. Ah bah oui. Le Seven Wonders il nécessite un peu plus de place quand même. Ah bah ouais, faut une grande table. Donc on a fait un petit sondage en ligne sur les réseaux sociaux pour savoir sur quelle table préfèrent jouer les gens qui répondaient. À savoir soit une table ronde, rectangulaire ou carrée entre guillemets. Moi je suis déçu dans le sondage, t'as pas mis la table hexagonale. C'est vrai qu'il y a ça à la maison des jeux qui organise, qui fait partie des organisateurs de place au jeu, et c'est pas mal, t'as ton petit espace bien défini. Ça aurait pu faire concurrence, tu penses, aux autres propositions, parce que sinon c'était une table basse également, conviviale. Et donc le résultat est sans appel, c'est unanimement quasiment 88% pour la table rectangle pour jouer à des jeux, alors que moi personnellement je trouve la table ronde plus sympa, voire table hexagonale. Ça délimite bien en fait, tu délimites exactement, par contre ça fait un triangle, mais ça, la table ronde aussi quoi. Ouais. Par contre vraiment, il y a vraiment un truc, c'est le veto, c'est la table basse. Le dos est solide et pourtant des douleurs peuvent apparaître dans le bas du dos. Ça peut faire mal. Voilà, moi la table basse ça fait mal au dos, on voit rien, c'est un enfer. Ouais, ou alors il faudrait des sièges un peu comme les salons japonais là où on est assis par terre de manière à peu près confortable, mais d'ailleurs j'ai fait une partie de jeu ce week-end là sur une table basse et c'était un enfer. Voilà, bon. C'était un enfer. Alors que l'idée que je m'en veux, je me disais c'est sympa, si on a un bon canapé, on est bien confort. On est vautré, on voit rien. Ouais. Bref. Bon, et toi, si j'ai quoi un loup-garou ça se fait dans une table basse. Oui, il n'y a pas besoin de table. Il n'y a pas besoin de table. Les jeux où il n'y a pas besoin de table, je veux bien jouer sur une table basse. Voilà, c'est ça la conclusion. On va trouver un compromis. Voilà. T'as autre chose à ajouter ? Non, on va conclure tradition oblige avec Yaya. Donc voilà, on va faire un résumé. Donc les paroles sont faites à la main, hein, même si la musique est faite avec Yaya. Et donc du coup, on va écouter ce que ça nous a donné aujourd'hui comme synthèse de nos échanges. Oh, c'est funky. Ouais. T'as mis ta perruque afro. C'est parti. Uno merveille. Vous l'aurez dans la tête San Antonio nous émerveille. Jusqu'à la fin de la journée. Cette merveille, elle est de Merle, pas de Corneille. De l'Allemagne en Amérique, tu peux pas tester, c'est un classique. Sacrée affaire pour un coiffeur, mais fallait le faire, Seven Wonders. Mahou une fois, Mahou deux fois. Du beau travail, monsieur Bozard. Uno merveille. San Antonio nous émerveille. Cette merveille, elle est de Merle, pas de Corneille. Tu joues quelle règle, c'est la pépé. Chacun les siennes, c'est compliqué. Tous tes voisins te veulent du bien. Je te donne mon jeu, tu prends le mien. Joue en même temps, on n'a pas le temps. En plus de plus 4, c'est dans tes dents. Uno merveille. San Antonio nous émerveille. Cette merveille, elle est de Merle, pas de
opposable. Si tu trouves pas le sens, que t'as pas la logique, sors ton livre de thermodynamique. Des classiques retrouvés dans tous les foyers où l'on se veut le mondeur pour payer ton loyer. Où nos merveilles, San Antonio nous émerveille. Cette merveille, elle est de Merle, pas de Corneille. Voilà, donc je me suis encore bien amusé à écrire les paroles. J'espère que cette émission en live vous aura plu. Oui, on était en direct sur Radio Campus Grenoble, c'était les ludologues. Histoire de jeu sur Radio Campus, en direct du festival Place aux Jeux de Grenoble. On remercie infiniment les organisateurs du festival, Thierry, chef d'orchestre notamment, et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps. Pour, Rémi aussi, il y a eu plein de gens qui nous ont aidés. Exactement, on pourrait pas tous les citer, mais en tout cas, c'est grâce à eux que fonctionne ce genre de festival. Ouais. Que dire de plus, Julien ? Faut bientôt qu'on rende l'antenne dans une minute, donc voilà, on va dire au revoir, merci. on espère que cette version live vous aura plu pour ceux qui écoutent en replay et en version podcast, que le bruit de fond sera pas trop désagréable. Nous, c'était une première de faire ça et en direct et en live. On essaiera peut-être de reproduire ça si ça nous a plu. Oui. Voilà. Et puis d'ici là, on vous souhaite de bien vous porter, jouer, amusez-vous, et on vous retrouve bientôt pour la suite de la saison 2 des Ludologues. Au revoir, merci. Et aujourd'hui, public oblige, on a une version live de la musique de fin. Version inédite. On a fait venir un orchestre. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Hey! Oh! Bravo lanceur de dés! Les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Par ici les constructeurs de decks. Les ludologues, c'est l'histoire des jeux de pilage des Aztèques. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? À tous les barils de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les Améritrash, les jeux solo ou les euros, les ludologues, c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez. Vous le saurez. Vous le saurez. Vous le saurez. Vous le saurez.